Donc salut, Dorcel Padono, CEO de Ubuntu International Trade Company. Je suis aujourd'hui avec un invité très spécial. Voilà. C'est un youtubeur que je suivais moi-même depuis la Chine avant même de créer ma chaîne. Du coup, après, dans les événements comme la foire de Canton, comme je vous dis toujours, vous allez rencontrer des gens que vous n'espérez pas rencontrer. C'est ça qu'on appelle le networking. Donc je passais par là, je suis tombé sur Hugo. Donc je vais laisser se présenter seul, après on va peut-être continuer. Bon, cette vidéo on va être un peu dans le freestyle, quoi. On va essayer de discuter un peu de tout pour partager quelques idées et puis discuter de la foire de Canton. Donc Hugo, je te laisse te présenter. Voilà, salut Okay. Patrick. Ok, salut. Comme Patrick le disait tantôt, moi c'est Hugo Kwame. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, c'est LR Hugo Kwame. Et puis aussi pour ceux qui sont mes clients préférés de la société IT Consulting, je suis aussi connu aussi pour la plateforme de e-commerce Elikia, dont je suis le promoteur. Et en dernier, la quincaillerie Comme One, qu'on a aussi mis en place. Au niveau du Togo, Au niveau du Togo. Ça aussi. Donc voilà, donc c'est Hugo, derrière tout ça là. Bonjour Amour, je suis aujourd'hui très ravi de rencontrer Patrick. C'est un plaisir de rencontrer voilà, des personnes comme ça avec lesquelles on partage la même vision. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour essayer de vous parler un peu de nous, de la Chine, de la foire de Canton et de vous donner quelques petits tips pour voir comment vous en sortir pour le commerce international. Donc merci avec nous. Oui Patrick, encore une fois merci pour l'invitation. Non, vraiment ça fait plaisir, le plaisir est partagé. Moi j'ai une première question pour Hugo. Comme d'abord on va reconnaître Hugo c'est un ancien, il est plus ancien que moi, il est ici en Chine beaucoup d'années plus que moi. Donc du coup, moi je vais lui poser quelques questions parce que moi j'ai l'habitude de vous dire ce que moi je pense. Après, ça sera mieux d'écouter d'une autre personne, comme ça vous allez avoir un peu ce mind open pour voir qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Hugo, toi qu'est-ce que tu penses de la foire de Canton? Bon ben, je pense que je n'ai pas encore fait de vidéo assez officielle comme ça sur la foire de Canton. Mais j'ai eu à faire quelques lives et quelques posts en vrac pour essayer d'expliquer à peu près aux gens c'est quoi la foire de Canton. J'ai même aidé quelques personnes à avoir leur visa et puis avoir leur badge pour pouvoir participer à la foire de Canton. Je dis souvent un truc, que la foire, si tu fais du business, ou tu fais du commerce, la foire de Canton c'est un événement où tu dois participer au moins dans ta vie. C'est un peu comme la Mecque. C'est comme la Mecque. Voilà. La Mecque pour les musulmans, c'est la foire de Canton pour ceux qui font du business. Donc c'est l'une des plus grandes foires, les plus grandes centres d'exhibition au monde. Donc c'est près de pratiquement 30 millions de 35 000 de passagers chaque année. Donc quand vous venez à la foire, il y a 3 phases. Donc vous avez une multitude de produits, un panel de produits. Et pour ceux qui ont peur de se faire arnaquer, vous pouvez venir rencontrer vos fournisseurs là-bas vis-à-vis. Donc le fait d'avoir pris un contact visuel après, le business se déroule beaucoup facilement. Donc je pense que la foire de Canton c'est un événement où la Chine aussi a quand même essayé d'adoucir un peu les formalités parce que je pense que, puisque moi je suis un peu dans le service de visa, donc j'ai remarqué que c'est la foire de Canton qui est le type de visa le plus facile à obtenir. Donc je dis que voilà, donc c'est très facile, celui que vous allez voilà, en ligne ou bien vous avez des contacts comme moi ou bien Patrick ici. Voilà, pour ceux qui sont au niveau du Congo et puis voilà, de l'Afrique centrale. Et puis on vous aidera très facilement à faire ça. Et puis voilà, vous venez en Chine, vous avez vos visas, vous venez en Chine, vous venez à la foire de Canton, vous profitez aussi pour visiter la Chine. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est une pépite en fait. C'est une pépite en fait. Donc parce qu'après tu vois, quand tu dis aux gens la foire de Canton, les gens ne se rendent pas compte de la grandeur de l'événement. La grandeur justement. Voilà, vous avez la possibilité de rencontrer vos fournisseurs. Si vous venez ici, vous avez, comme avec mon programme, nous on vous suit, on vous demande bien avant qu'est-ce que vous voulez venir faire. Parce que la foire de Canton, c'est 3 phases. Après chaque phase, il y a des produits spécifiques qui sont vendus. Donc si vous êtes spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est électronique, c'est la première phase qu'on va vous orienter. Voilà. Si vous êtes spécialisé dans tout ce qui est décoration interne et externe de la maison, décoration et tout, voilà, c'est la deuxième phase. Donc après, pour la troisième phase, on a tout ce qui est équipement de bébé. Voilà, vous pouvez voir comme notre background ici, on a tout ce qui est vraiment les poussettes, vraiment tout ce qui est jouets des enfants, les toys, vous allez vraiment trouver ça à 3 enfants. Donc nous on vous facilite ça parce qu'il y en a qui n'ont pas assez de temps dans leurs emplois de temps. Avec le programme que nous on fait, on vous donne la possibilité, vous nous dites qu'est-ce que vous faites, voilà, c'est quoi votre spécification, on va vous orienter la phase exacte que vous pouvez venir au niveau de la Chine. Voilà, pour éviter de surcharger votre emploi de temps. Vous venez juste pour une semaine. Maintenant après pour les plus ambitieux, ceux qui ont un peu plus de temps, voilà, vous pouvez venir, vous pouvez déléguer au moins 1 mois. Parce que si vous voulez vraiment faire les 3 phases, vous avez obligatoirement besoin d'1 mois. Voilà. Ouais, voilà. Parce que moi au moins, je pense que ça va aller. Après, vous avez la possibilité de pouvoir, visiter aussi la Chine, rencontrer directement face to face. Genre ça c'est du B2B, business to business, avec les usines en plus. Après aussi pour la foire de Canton, parce qu'il y en a qui disent non, mais tu peux trouver des usines là-bas qui vont m'arnaquer.
comme toi aussi, ce qui est bien au moins, vous êtes venu représenter une usine. Voilà. Dis-nous un peu le process, comment ça se passe pour pouvoir s'enregistrer et tout. Mais après, tu n'as pas besoin d'aller vraiment dans les détails, dans les grandes lignes, pour pouvoir faire comprendre aux gens que la majorité des usines qui sont au niveau d'ici sont des usines sûres. Vraiment, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, tu peux nous expliquer un peu. Bon, d'abord, pour pouvoir compléter un peu ta partie, quand Patrick parlait de vous avez besoin de peut-être un mois, je pense que si vous avez vraiment une idée claire pour venir à la foire de Canton. Un mois, c'est assez logique. Parce qu'à la foire de Canton, c'est vrai que vous allez rencontrer les usines ici, mais c'est juste des stands. Par exemple, vous avez des fournisseurs qui viennent de partout. Par exemple, nous, on vient de Foutier, je vous donne le détail plus tard. Mais il y a des usines qui viennent de Chanton, de Tchédiang, un peu de partout. Donc après la foire, ils peuvent vous inviter à aller directement dans leurs usines et pouvoir voir leurs machines, leurs installations. Donc ça vous permet de pouvoir avoir beaucoup plus de temps. Et même si possible, mettre des commandes directement. On commence à vous faire la production, vous voyez, avant de partir. Donc je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, pour revenir sur la question de Patrick, il y a un détail, je ne sais pas si c'est assez pertinent, mais j'aimerais quand même vous informer que les usines qui sont à la foire, ce sont des grosses compagnies. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir venir à la foire en tant que fournisseur. Et puis vous verrez qu'il y a différents types de stands. Par exemple, quand vous voyez dans nos stands ici, on a un stand qui se situe vraiment au centre de la foire et puis avec 6 stands collés. Donc c'est vraiment, ça vous donne à peu près l'idée de l'ampleur ou de la grandeur de l'usine. Et même pour les petites usines qui ont un seul stand, il faut avoir un minimum. Moi je suis dans le système chinois, donc j'arrive pas les données exactes. Le minimum pour pouvoir avoir accès, c'est 5 millions de dollars en termes de turnover annuel. Donc ça veut dire que si vous êtes une petite usine et que vous n'avez pas le turnover, ça fait comment? Le revenu annuel, voilà. Le revenu, c'est la production annuelle que l'usine fait. Et ça n'a peut-être pas les 5 millions de dollars. Je parle de 5 millions de dollars et pas de RMB. Donc 5 millions de dollars. Voilà. Donc 5 millions de dollars, essayez de faire le calcul de CFA, ça fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'usine ait au moins cette capacité-là avant de pouvoir obtenir une seule petite partie. C'est-à-dire le standard, c'est 3 mètres x 3. Voilà. Donc c'est 3 mètres x 3. Donc ça veut dire que ce que nous on a ici, c'est 6 stands collés. Donc vous essayez de voir 3 x 6. Donc ça va être 36 x 36. Donc c'est énorme. Donc ça vous donne une idée de voir comment est-ce que l'usine est grande, bien la capacité de l'usine. Donc il n'y a pas de petite usine. Ça veut dire que souvent les arnaqueurs ne sont pas à la foire de Canton. Exactement. Parce que non seulement pour arnaquer, il faut que tu es dans une situation compliquée. C'est-à-dire que tu n'as pas les moyens, donc tu trouves des moyens pour arnaquer. Donc si tu n'arrives pas à faire le chiffre d'affaires là, tu ne peux même pas avoir assez à la foire jusqu'à venir dire que voilà, tu arnaques les gens. Maintenant, il y a un mais. On me dit souvent, il n'y a pas de règle sans exception. C'est vrai qu'il y a un petit système, je parle en français parce que je me dis que les Chinois ne vont pas vraiment comprendre. Donc c'est pourquoi je vous donne ces informations. C'est des informations vraiment confidentielles que tu n'as accès que quand tu es vraiment à l'interne, quand tu contrôles le système. Voilà, donc il y a aussi une possibilité, c'est-à-dire les grosses sociétés offrent quand même des petits, voilà, Windows, des petites sociétés pour pouvoir avoir accès. Par exemple, moi je prends 6 stands, puis j'ai la capacité. Peut-être que nous, notre turnover annuel, c'est peut-être, voilà, peut-être 20 milliards, je sais pas, de dollars par an. J'ai la possibilité de prendre 8 ou bien 6 stands. Donc je peux offrir un à une petite société et je lui vends ça. Voilà. Peut-être que ici, je pense que ça tourne autour de 30 000 yuan. 30 000 yuan, donc ça fait pratiquement 3 millions de francs CFA pour avoir un stand. Donc ça veut dire que moi je peux dire que j'ai 6. Je lui vends ça à 50 000 yuan. Voilà, donc je me fais une marge encore. Donc ça veut dire que si je vous dis qu'il n'y a pas vraiment les petites usines, ils peuvent avoir accès à travers ce genre de transactions internes là. C'est vrai que la foire de Canton est vraiment stricte. Ils viennent à chaque fois faire des vérifications pour vérifier si le stock vous appartient vraiment. Est-ce que vous n'avez pas acheté ça sur le marché noir? Donc il y a des contrôles qui se font. Mais vraiment, nous on est dedans, c'est quand même que. Comment ça se passe? Il y a des gens quand même qui arrivent à passer par les. Il faut aussi appuyer ça, c'est pourquoi on demande aussi, c'est toujours mieux de pouvoir se faire accompagner par ceux qui savent comment les choses se passent au niveau d'ici, pour pouvoir éviter ce genre de trucs. Parce que il y a ce qu'on appelle aussi la vérification. Quand il y a un site chinois, je pense que tu connais très bien ça, pour vérifier si une usine est enregistrée, voilà, il y a tout ça, tous ces paramètres-là, nous on sait comment faire ça. Donc du coup, quand on est en face d'une usine, avant de passer des commandes, genre un conteneur ou encore ce genre de commandes, on va faire toutes ces vérifications pour pouvoir se rassurer que vraiment on est sur la bonne voie, pour éviter de se faire arnaquer. Parce que voilà. Après aussi l'exception, parce qu'il y en a, vous voyez, quand vous venez à la foire de Canton, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui ont les stands, ok. Maintenant après, quand vous prenez les catalogues de ceux qui sont dans la rue là, il y a, bon, pour ceux qui sont dans la rue là, on ne peut pas garantir. On peut vraiment pas garantir parce que
sont des gens qui n'ont pas pu avoir des stands. Oui, c'est la jungle. Voilà. Ouais, c'est la jungle. Moi, je suis un vendeur. Je n'ai pas pu avoir accès au stand. Donc, je reste derrière pour essayer d'accoster les gens. Et puis, je pense que ce système-là, on connaît bien ça en Afrique. Oui, si. Parfois, il y a des événements, les gens sont derrière pour essayer de vous accoster. Donc, souvent, il faut faire attention à ce genre de personnes. Parfois, il y a des personnes intéressantes dedans. Mais il faut vraiment, comme Patrick l'a dit, faire confiance à ceux qui sont en Chine. Ne dites pas que non, il est en Chine, il va peut-être gagner 5 € sur mois, 5 $ sur mois. Non. Si vous voulez vraiment faire affaire, je ne pense pas que les détails là vont faire. Parce que si Patrick prend son temps quitte Ilan pour venir à Guangzhou, il n'a pas volé. Il a pris au moins un billet d'avion de pratiquement 200 000. Parce que aller-retour peut-être 2 000 €. Donc vous voyez qu'il faut vraiment avoir un esprit ouvert si vous voulez vraiment faire les trucs dans les normes. Peut-être un 5 € que ton partenaire va gagner en commission, c'est mieux que de devoir avoir une dette à la fin de peut-être. C'est win-win, tu vois. Voilà, c'est win-win. Parce que le Chinois, par exemple, nous, certains de mes clients aussi vont témoigner. Quand le Chinois, moi, il entend parler de mon nom, parce que moi, je suis un peu connu au niveau de la Chine, au niveau des Chinois. Donc quand le client dit en fait que voilà, mon argent ici c'est Hugo, comme ça le Chinois sait que il faut faire attention parce que voilà, le gars là, souvent il y a un mot chinois qu'on appelle Chong Kotong. Chong Kotong, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment maîtrisé en fait, le code de la Chine. Donc quelqu'un qui est chinois noir quoi. Donc on sait que le gars là, attention, faut pas il va répliquer. Il y a fait des fournisseurs comme ça. Le fournisseur c'est un arnaqueur. Donc le client a dit en fait qu'en fait mon argent en Chine c'est Hugo. Le Chinois m'a appelé, il m'a dit mon frère. Comme c'est toi là. Qu'on ne peut pas faire. Il m'a dit ça carrément, tu vois. Le chinois m'a dit que non, que je comprends, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. En fait, c'était, voilà, tu vois, les temps sont durs. Ouais. Il m'a expliqué ça. Donc finalement, j'ai dû dire au client que non, en fait, il faut laisser, on va trouver d'autres fournisseurs sans vraiment lui donner les détails. Donc c'est à peu près ça. Donc il faut faire confiance à ceux qui sont ici en Chine. Parce que nous, on est comme vos frères. Exactement. On est comme vos frères. Si quelqu'un doit vous faire du mal, c'est pas nous. Parce que nous, on va plutôt peut-être vous protéger par rapport aux Chinois. Donc je pense que quand même, il faut quand même... de préciser aussi que nous, on connaît les réalités des deux côtés. Exactement, des deux côtés. On n'est pas né en Chine, nous sommes nés en Afrique, on a grandi là-bas, on est juste venu ici pour des raisons d'études. Après, bon voilà, pour certains, on a pu changer, on est maintenant dans le business et tout. Voilà. Donc du coup, on connaît les deux réalités, on connaît comment est-ce que ça se passe au niveau de l'Afrique, on connaît comment est-ce qu'on pensait au niveau de l'Afrique, la mentalité et tout. La mentalité chinoise aussi, on connaît comment ça se passe. Voilà. Donc du coup, quand tu passes par moi, il y a cette facilité. Je comprends tes réalités, je saurais comment faciliter les trucs pour que pour te satisfaire rapidement. Et par contre, quand tu passes par un Chinois, surtout que toi tu connais bien les Chinois, le Chinois, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Lui, ça ne le concerne vraiment pas. Il fait ce qu'il a fait, voilà. Le reste, que tu sois content et puis la majorité du temps, voilà, ça le concerne vraiment pas. Je racontais une anecdote à Patrick hier par rapport à un de mes clients qui s'est fait arnaquer 83 millions. Ça, voilà, ça c'est faux. 83 millions. Donc à la base, peut-être que si regarde la vidéo, puisque je vais peut-être la partager sur ma chaîne, il va se reconnaître, mais je suis désolé, je ne vais pas dire ton nom, donc voilà. À la base, c'était une commande de 83 millions. Donc moi j'avais une petite commission, vous savez, pour pouvoir gérer tout le business du A à Z. Donc le client ne voulait pas que voilà, son frère qui est en Chine gagne un peu. Donc il a voulu aller directement. Donc finalement la transaction a eu un problème, donc les 83 millions sont bloqués. Donc maintenant après il me recontacte pour essayer de débloquer la situation. Et il me propose plus d'argent qu'avant. Que ce que je voulais d'argent. Donc ouais, c'est fou, ce genre de truc ça arrive. Alors que si tu m'avais confié le truc, j'aurais pu détecter ces problèmes-là avant de... Voilà, avant qu'on ne puisse avoir ce problème. Il ne devait même pas avoir ce problème. Il ne devait même pas avoir ce problème. Parce que même s'il y a ce problème, tu m'attaques. Ouais. Tu vois, donc là, ce que je ne comprends pas chez les gens, c'est que c'est tellement... Moi j'ai des gens. C'est qu'on a deux types de clients. Moi j'ai des clients, ce sont des anges. Il m'a fait me dire que Hugo, franchement merci. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment est-ce que tu nous facilites la vie. C'est-à-dire, on arrive à dormir la tête sur l'oreiller, la sans nuit, inquiétude. Parce que tu es là. Parce qu'on se dit que j'ai confié l'argent à Hugo. C'est-à-dire, au pire des cas, même si on se fait arnaquer, il y a Hugo. C'est-à-dire, il va gérer la solution. Je me suis déjà fait arnaquer, je le dis pas. Oui, en Chine, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut parfois être piqué avant même de développer le vaccin de façon plus strong. Parce que je me rappelle, je ne me suis pas fait arnaquer par... C'est par manque de vision, je vais dire. Parce que quoi, j'avais un client. Donc lui commandait des t-shirts. Je pense qu'il va se reconnaître parce qu'il me suit aussi beaucoup sur YouTube. Donc, on va mettre quand même la chaîne en description, comme ça, ceux qui voilà, j'ai un coup d'œil. Mais je pense que la majorité des gens te connaissent déjà. Donc après, ils vont aller suivre Hugo. Il fait du très bon contenu. D'accord, merci Patrick. Donc je disais en fait que le client commandait des t-shirts en Chine. Donc il s'est fait arnaquer une fois. Mais le problème c'est qu'il ne m'a pas dit ça à la base.
Mais c'est parce qu'il s'est fait arnaquer. Il a décidé maintenant de confier toutes ses affaires à Hugo. Donc il m'a confié le truc, c'était une commande de, je sais pas, de 50 000 pièces de t-shirt, quelque chose comme ça. Donc moi il a trouvé le fournisseur lui-même, parce qu'il a dit que le fournisseur a de bons t-shirts. Donc il veut que je commence sur le fournisseur, mais il veut que je fasse la liaison quoi. Donc moi sur le coup, il a pu rassurer. Donc il m'a mis en contact avec le fournisseur. Ensuite j'étais sur un projet vraiment qui me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai manqué de vigilance. J'ai dit au fournisseur, d'accord, je l'ai contacté. Donc ce qu'on va faire, le basic qu'on fait quand on a ce genre de commande, c'est d'envoyer des échantillons. Voilà, le fournisseur m'a envoyé des échantillons. J'ai vu, franchement, top. Pour le prix qu'il proposait, top. Mais le prix n'était pas trop bas pour attirer mon attention sur le fait que c'était une arnaque. Parce que imagine, tu vois un bon Lacoste et on te dit que c'est à 200. Franchement, un bon Lacoste, c'est à 200. Quand on voit, c'est un exemplaire. Tu vois que non, là c'est bon. C'est pas possible. Donc le prix était assez, c'est légèrement bas de la moyenne, mais je me dis que c'est une grosse usine, peut-être qu'ils ont cette facilité-là à baisser le coût de production. Mais j'ai touché le prix. Moi, je porte les habits d'habitude maintenant, parce qu'il m'avait envoyé une douzaine de samples. Par exemple, c'est 50 000 pièces, c'est beaucoup. On a besoin de checker différents types de design de modèles. J'ai appelé mon ami, je lui ai dit, mon frère, tout est bon. Tu as tombé sur une pépite. Tu vas tranquille. Et puis l'argent même, il a payé ça au niveau de mon bureau, au Togo. Donc il a payé l'argent. Souvent il paye en France. Moi, mes clients, ils essaient de leur faciliter le truc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour les transactions. Ils vont à mon bureau, ils payent en France, et puis nous on s'occupe de tout ici. Donc il a payé. Et puis moi ici, j'ai fait l'erreur d'envoyer directement l'argent aux Chinois par transfert bancaire. Donc lorsque le Chinois envoyait la marchandise, le jour-là il pleuvait et je revenais de mon projet, j'étais sur un projet. On a reçu la marchandise dans notre entrepôt. Parfois j'ai des fournisseurs avec qui je fais confiance. Pour être franc avec vous, des fournisseurs où on a vraiment bâti déjà la relation est bonne déjà. On ne fait pas trop de vérification. Quand la marchandise arrive, on sait que voilà, c'est du bon. Donc vu que j'avais vérifié les samples, les échantillons, je me suis dit que bon, c'est du bon quoi. Donc embarqué directement. À la dernière minute, quelqu'un me dit, mais Hugo, essaie de vérifier. Essaie de vérifier, voir, et puis tu me dis en fait comment est-ce qu'on peut voir, voilà. Peut-être que même s'il y a encore de différents modèles, tu peux encore piquer quelque chose. Jour, je vérifie le sac. C'est de la merde. C'est de la merde. Ils ont compilé des anciens stocks. Et puis, c'est même pas les designs qui m'avaient envoyé, c'est des t-shirts publicitaires en fait. Les anciens c'est comme pour là, c'est parce que tu avais tellement confiance au fournisseur que tu l'as demandé d'envoyer directement au warehouse. Voilà, c'est ça le problème. Donc, comme ils savent aussi, quand ils voient l'adresse, ils savent que non, ça c'est le warehouse. Ils savent que personne ne va contrôler. Donc moi maintenant pour continuer ça, ce que je fais, quand ça arrive au niveau du warehouse, vu que moi avec mon chinois on travaille ensemble, je demande d'ouvrir. Donc quand ça arrive là, mon chinois il ouvre, il m'envoie une vidéo. Donc là je suis rassuré, je dis ok c'est bon, c'est le produit. Parce que des fois, quand les fournisseurs là, ils voient que tu envoies directement l'adresse du warehouse, ils disent non, là-bas ça va juste embarquer. Le problème que j'ai eu avec ce fournisseur c'est quoi? Même si mon chinois vérifie le truc, il ne devait pas peut-être comprendre et tout. Il comprendra, mais on ne pourrait rien. Parce que quoi, on a encore moins de pression. C'est un nouveau fournisseur, je l'ai payé directement par banque et puis voilà. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Donc il faut maintenant prendre vraiment des démarches qui sont vraiment un casse-tête. Donc ça veut dire que je ne vais pas quand même dévoiler nos moyens qu'on prend pour sécuriser nos transactions ici. Mais c'est pour juste vous dire que j'avais juste fait un transfert bancaire. Mais d'habitude, on a des moyens pour sécuriser. Tu comprends? On sécurise les transactions de telle manière que si on n'a pas la marchandise, on a des moyens de pression. Voilà, en ce temps, vu que j'ai un manque de vigilance, j'ai juste fait un transfert bancaire. Alors qu'un transfert bancaire en Chine, tu peux pas demander à la banque d'agir. La banque peut dire que tu vas transférer de l'argent à quelqu'un de ton propre gré. Même si la personne est là, il ne peut rien faire. Mais si on était passé par les moyens là, il y a des contrats où la banque va toujours mettre pression. En fait, tu vois, donc j'ai manqué de vigilance et j'ai appelé le chinois. Donc le chinois commençait à dire ah bon ouais je te reviens, je n'entends pas bien. Donc c'est vraiment de la merde. Et le jour là, j'étais abattu. C'est des millions et puis je ne sais pas comment faire. Parce que il faut forcément envoyer en Afrique. Parce que le client ne va pas comprendre ça. Voilà, et puis ça ne le regarde pas. Parce que si la marchandise, 50 000 pièces de t-shirt, c'est ici, chez moi. Ensuite, je fais quoi avec? Tu fais quoi? Je brûle. Donc moi, comme je le dis d'habitude, moi, on fait juste quelqu'un qui... Mon travail est basé sur la confiance. C'est la confiance. Il faut dire la vérité au client. Je disais ça à Patrick hier. Que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, dis la vérité au client.
Même si le client n'est pas content, c'est mieux. C'est la situation en fait. Donc je disais qu'il faut dire la vérité au client, même si le client n'est pas content. Voilà, donc il faut lui faire comprendre que ça s'est déjà passé. On va essayer de trouver une solution. Donc j'appelle mon client. Il me dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et puis, il a souri. Je m'attendais vraiment à un client furieux qui m'a dit, il ne veut rien entendre, remboursez-moi mon argent, je ne veux rien comprendre. J'ai été surpris que le client sourit. Je dis, en fait, c'est de ma faute, j'ai manqué de peu de vigilance. Il dit, en fait, il veut me raconter une histoire. C'est là qu'il me dit, en fait, qu'il s'est déjà fait arnaquer en Chine comme ça, par le passé. Et c'est justement pour éviter ça qu'il a passé par moi. Donc, quand il sourit, ça me dit que même si moi-même j'allais me faire arnaquer, ça me dit que les Chinois sont forts. Donc c'est là qu'il m'a dit, ah merde, si tu m'avais dit ça au début, j'aurais peut-être eu plus de vigilance. Donc je profite de ce canal pour dire aux gens que si vous êtes déjà fait arnaquer, le mieux c'est de nous informer à la base. J'ai déjà dit en Chine, je me suis fait arnaquer une fois, donc on vous évitera une seconde arnaque parce qu'on peut peut-être doubler de vigilance sur vos commandes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais j'ai vraiment apprécié le client parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il comprend. Mais j'ai mis de lui proposer une solution et on va voir comment est-ce qu'on peut. Donc ce que j'ai fait, c'est que, vu qu'on est là en Afrique, si c'était en Europe, si c'était en France, mes clients de France ou mes clients d'Allemagne, ça serait compliqué parce qu'ils ne le prendront jamais. Mais en Afrique, vous savez, on peut toujours s'arranger pour liquider. Donc il m'a dit, bon, Hugo, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, peut-être l'erreur peut arriver à tout le monde, propose-moi quelque chose, et puis on va voir si c'est acceptable. Donc j'ai dû essayer de casser le prix. Moi-même, j'ai essayé de mettre mon argent de côté. Je lui ai dit, si par exemple la machine valait peut-être 30 millions, je te la laisse à 12 millions, et puis toi tu essaies de liquider, et puis voilà, on gère comme ça. Comme ça, au moins, la machine n'est pas chez moi. Et puis, aussi, on n'a pas tout perdu. C'est vrai que j'ai fait une perte peut-être, je sais pas, 12 millions. Parce qu'en fait, on a payé 24 millions à la base, ou bien 30 millions à la base. Mais c'est mieux. C'est mieux que de tout perdre. Voilà, un client qui dit, rembourse-moi mes 30 millions. Et en plus, la marchandise est encore chez moi ici. C'est toi, tu vas faire quoi avec la marchandise? C'est ça le problème. Donc, il y a des clients quand même qui sont des anges, qui comprennent. Donc, moi, j'aimerais quand même que les clients nous fassent confiance. Et puis, s'il y a un problème, on vous dira la vérité. Et on vous proposera toujours des solutions. Parce que les problèmes, ça arrivera toujours. Ça arrivera toujours. Même les couples qui sont mariés depuis 50 ans, ils ont des problèmes. Toujours, donc, les problèmes arriveront. Quoi de plus pour une relation de business. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà la petite anecdote que je voulais vous raconter par rapport à la Chine. Moi, je suis vraiment content que tu expliques ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Et puis les gens ils se disent non. Mais pourquoi toi tu vas m'acheter ça? Pourquoi je vais te payer les frais? Pourquoi je vais faire ceci? Mais c'est pour éviter tout ça en fait. Parce qu'avec nous, il y a cette garantie, il y a cette certitude que, ok, j'ai envoyé mon argent chez Hugo, chez Patrick, pour tes services, vraiment je peux dormir tranquillement. Patrick, il vient d'Afrique, Hugo c'est un Africain, ils savent les réalités, ils savent comment ça se passe. Donc, du coup, ils ont la facilité de pouvoir comprendre nos réalités de là-bas. Mais par contre, pour ceux qui disent non, ok, moi je vais payer. Moi, des fois, je dis ça aux clients. Quand le client dit, ok, moi, je dis mon service fee, c'est ça. Je veux faire ton travail, mais si tu me payes tant. Je dis, ah, mais pourquoi je vais te payer ça pour faire? Je dis, ok, si tu veux pas me payer ça, il n'y a pas de problème. Viens en Chine, toi-même, tu fais ton truc. Je vais pas à la Chine ne m'appartient pas. En fait, les gens ont tendance. En Afrique, on est tellement proches, tellement frais que les gens se disent, ah, mon frère, j'ai un truc, tu me donnes un coup de main. Frère, il n'y a pas de coup de main. Il n'y a pas de coup de main. En fait, c'est mon boulot. C'est un peu comme si moi j'appelle quelqu'un, je dis, ah, en fait, j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin d'une voiture. Et donne-moi un coup de main. Donne-moi un coup de main. C'est la même chose, c'est de comprendre quoi. Je sais pas si vous voilà, et comme toi aussi, essaie un peu d'expliquer aux gens comment ça se passe avec les Chinois. Les Chinois, même quand son ami ouvre un business, les Chinois viennent manger dans le restaurant de son ami ou encore viennent acheter. C'est pas gratuit. Voilà. Il vient payer. Voilà, essaie un peu d'expliquer ça. Pour ceux qui sont même en Afrique, voilà. Vous avez remarqué, quand vous voyez des restaurants chinois, 90% des clients c'est qui? C'est les Chinois. Et les Chinois. 90% des clients c'est les Chinois. Mais c'est pas gratuit, ils payent. Ils ont tendance à payer plus. Plus même. On dit que voilà, ils supportent le business de leurs frères. Alors qu'en Afrique, on dit que si moi je le paye, il va devenir riche. Et voilà, après il va faire le malin. Moi j'ai eu une citation de Jack Ma que je répétais à mon équipe ce matin avant qu'on ne commence. Jack Ma disait quoi? Je une fois posté ça comme ça, je me rappelle plus où. Il dit, la richesse que nous disposons aujourd'hui ne nous appartient pas. C'est la confiance que la société a placée en nous. C'est pourquoi nous avons le devoir d'en faire bon escient. Donc ça veut dire quoi? Si on arrive à devenir riche grâce à ce qu'on fait, c'est parce qu'on le fait bien. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est parce que vous avez confiance en nous, vous nous confiez des trucs, que ça prospecte et qu'on se fait. Donc, je ne vois pas où est le problème par rapport à ça. En Chine, par exemple, quand quelqu'un réussit, c'est la fierté de, de toute la famille, de tout le monde. Aujourd'hui, Jack Ma en Chine, les gens ne sont pas aigris de Jack Ma parce qu'il est riche. Les gens sont contents, ils disent que non. Même quand tu parles d'Amazon, les gens te disent que non, nous on a Jack Ma. Quand tu parles de Apple, des iPhones, on te dit qu'on a Huawei. Donc c'est une fierté vraiment qui pousse les gens là à travers vraiment qu'on n'a pas ce mindset là en Afrique. On ne se supporte pas assez. Moi personnellement, je dis aux gens, moi je ferai mon truc. Je le disais hier que moi je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment axé argent. Moi je suis sur la passion, la motivation. Si moi j'ai un projet, je le fais, que ça marche ou pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais Inch'Allah ça va forcément marcher. Parce que quand tu es passionné, je me dis ça quoi. Voilà, c'est quand même au début, pour Jack Ma, si on revient sur ça, lui n'a pas commencé à Alibaba pour se faire de l'argent. Exactement. Il a commencé à Alibaba parce qu'il avait un projet. Voilà. Là où il partait. Donc du coup, même au début, quand ça ne marchait pas, il a insisté. Lui, il a acheté les produits des fournisseurs dans la plateforme lui-même. Il remplissait sa propre maison. Genre, il achète. Donc quand on te dit, mets tes produits, les clients vont acheter. Ce n'était pas les clients, c'est lui-même qui a acheté. Donc ça, c'est pour montrer vraiment que l'investissement qu'il a eu à faire avant de pouvoir être aujourd'hui ce qu'il est. Donc, il a eu cette passion aussi. C'est même un peu quand tu fais YouTube. Voilà. Au début, tu as un abonné, tu fais des vidéos, tu sais que personne ne va regarder. Il va regarder, tu continues. Et tu partais à tes amis, les gens ne te regardent même pas. Les gens disent, ah, toi tu gênes, à chaque fois tu envoies les liens. Au début, moi j'ai connu ça. Je faisais YouTube, j'envoie, je partage les liens à mes amis, WhatsApp, tout ça là. Et puis à un moment donné, c'est vrai que parfois, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive que tu vois dans une discussion avec un ami, peut-être qu'il y a 5 liens. Il a mis, tu es là, est-ce que j'envoie encore? Et puis l'ami, il n'est pas content. Tu vois, à un moment donné, quand tu commences à avoir un peu d'abord, tu arrêtes ça. Ouais. Et c'est cet ami-là, après, quand il devient connu, un peu connu, voilà, il dit que, ah, Hugo, tu sais, c'est mon gars sûr, Hugo, c'est mon frère, Hugo, c'est mon truc. C'est toujours comme ça. Donc, je me dis que si vous avez commencé un truc, vraiment, il faut persévérer, quoi. La persévérance, ça paye, franchement, ça paye vraiment. Donc, ceux qui ont les projets de business, tout ça là, vous pouvez commencer petit, hein. Et puis, je vais essayer de basculer par rapport à ce que moi je fais personnellement en Chine. Donc, tantôt je disais que je suis propriétaire de 3 sociétés. Elikia, que vous connaissez tous, la plateforme de e-commerce. La Kekari, comme on est situé pour le moment au Togo, on va ouvrir dans d'autres pays. Et puis aussi IT Construisal. Donc, à la base, IT Construisal a été créé pour pouvoir aider les gens à faire des commandes en Chine. C'est-à-dire, moi, comme je le disais, j'ai fait beaucoup d'années en Chine. Donc, à mes débuts, je ne comprenais pas pourquoi les gens m'appelaient à chaque fois, Hugo, aide-moi à payer ici, aide-moi à payer ici, aide-moi à payer ici. Si les gens ont tellement besoin de payer des trucs en Chine, pourquoi on n'achète pas en ligne? Voilà, donc je vais me poser la question. Après, bon, moi j'aide mes amis, après il y a des gens qui m'ont dit, Hugo, moi j'ai dit, en fait, moi j'ai pas le temps, parce qu'il faut étudier, il faut écrire le mémoire, tout ça là, c'est pas le temps. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, Hugo, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin, si tu veux, je vais te payer. Alors, le ticket, les gens peuvent payer, pour que moi j'aille seulement acheter ce que j'ai renvoyé. Je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est de l'argent facile. Donc tu me payes. Mais après, c'est de l'argent facile mérité. Oui, au début, c'est ce que tu penses. En fait. Au début, c'est ce que tu penses. Parce qu'au début, tu es étudiant. Tu dis, par exemple, imagine, parfois même au campus, on a des petits shops. Des petits shops qui vendent des chargeurs, des écouteurs, des accessoires de portable. Tu descends, tu achètes ce truc-là, tu emballes, tu l'envoies. Et au début, tu penses que c'est du jeu, c'est facile. Donc, c'est là. Je me suis dit que, bon, ok, ce que je vais faire, je vais commencer à m'investir. Je vais investir plus mon temps dans les achats. Je vais aider les gens. Je commence même à faire des posts à les aider. Certains qui m'ont compris, je mets ça. Et puis souvent, tu sais, parfois quand tu achètes des trucs à la famille, tu mets ça en ligne, tu dis que je te commande nous malade. Alors que tu achètes des trucs à ta maman. Donc, comme ça, les gens commencent à voir que tu fais des trucs et tout. Donc, le truc, c'est que c'est lorsque, comme Patrick Passy m'a raconté son histoire hier, c'est lorsque tu envoies une grosse commande. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui je vais acheter un truc de 6 millions. Ah bon? Là, tu te rends compte que non, là, il y a quelque chose à faire. C'est ça que je dis que, si tu fais ça de façon formelle, tu pourrais attirer même beaucoup plus d'argent. Donc c'est là que tu commences même à établir le service même. Donc moi j'ai eu une devise que j'ai eue au début, que je continue à avoir jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs ce qui m'a même amené à mettre en place la plateforme Elikia. J'ai décidé, peu importe le succès que moi Hugo j'aurai, je ne discriminerai jamais les clients. C'est-à-dire, quand un client veut commander une marchandise de 100 francs ou de 100 millions, je ferai un effort pour traiter les gens de la même manière. Que le client de 100 francs soit assez respectueux, je le traiterai de la même manière. Parce qu'il y a des clients, ils ont une petite commande, ils sont exigeants. Je n'aime pas ça. La personne, il a une commande de 16 000. La dernière fois, j'ai un ami qui me dit, Hugo,
Donc, vous acceptez que les gens fassent des commandes de 16 000 depuis la Chine? Non, on ne peut pas accepter ça. Au moins 100 000, 200 000. Donc, ça m'a fait sourire. Parce que c'est une réalité. Moi, j'ai des commandes tout le temps. De 16 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000, de 100 000, de 200 000. Ça dit, on accepte tout le monde. Et même si tu veux acheter un gobelet depuis la Chine, que tu es prêt à supporter les frais d'envoi, moi je vais te l'acheter. Il n'y a pas de problème. C'est pas ce que vous voyez. Mais il faut essayer d'être coopératif. Parce que c'est une aide qu'on apporte. C'est vrai que vous payez des services, mais c'est une aide qu'on apporte. Parce que parfois on dit que l'argent n'achète pas tout. Dans ce cas-là, vous pouvez toucher ça du doigt. Parce que si tu as l'argent et que je refuse de te commander ça, tu viendras en Chine. Tu vas payer le billet d'avion pour venir acheter. Voilà, tu pourras me dire que je vais te payer 2 fois plus, 3 fois plus, je ne vous le ferai pas. Donc c'est vrai que c'est un business, mais il faut comprendre aussi que c'est parce qu'on accepte d'aider et de le faire bien. Donc il faut quand même être coopératif. Je ne sais pas, si on a des anecdotes par rapport à des clients du Congo, mais non, bon. C'est les mêmes réalités en fait, c'est les mêmes réalités. Tu vois, il y en a même, moi je parle, mais il y avait une dame là, je pense qu'elle va se reconnaître. Elle est même quand au moment du Congo de chez moi, tu vois, elle voulait se lancer dans tout ce qui est wedding, genre les mariages et tout, les chaises, les chapiteaux et tout, voilà. Donc pour moi j'ai un process, tu vois. Moi j'ai vraiment essayé de faire un process. Quand tu me contactes, tu veux avoir mes services, il y a des frais de service, il y a des frais d'abord que tu dois payer avant que moi je puisse t'offrir le, comment tu appelles ça en français, la pro format ou bien le pro format, genre avec tous les prix, les détails. Avec tout le plan. Voilà, je te dis déjà, ok, au début je te dis, ok, voilà, tu veux ça, ok, voilà. Moi pour aller faire tout le pro format pour tout ça, tu me payes d'abord les frais de service. Quand tu payes, après je te fais un pré format avec tous les détails jusqu'au transport. Parce que les gens ne comprennent pas un truc, c'est que moi je veux contacter les usines, je veux contacter deux fois la logistique pour demander, j'ai un CBM, deux CBM pour envoyer à tel pays, comment c'est. Donc du coup, je veux prendre de mon temps pour pouvoir faire ça. Le montant là, je peux faire autre chose avec ça. Mais moi je prends mon temps pour faire ça. Après, pourquoi j'ai fait le process là? Parce que quand il n'y avait pas le process avant, tu fais un truc un peu fameux au client, tu l'envoies. Le client des fois te dit même pas merci. Il fait même plus signe. Il fait même plus signe, il disparaît. Tu comprends? Oh mais attends, mais j'ai perdu mon temps pour pouvoir faire ça. Et puis il n'y a même pas un merci, il n'y a même pas ok d'accord je te reviens. Non, il n'y a rien du tout. Je dis ok maintenant je mets un truc pour faire un fit déjà. Donc quand tu viens déjà tu vois que non, celui-là déjà, avant même de pouvoir commencer à travailler, il faut payer d'abord les frais pour qu'il puisse faire un prêt favori. Ceux qui payent, moi directement c'est que non. Si une personne arrive à payer ce montant, ça veut dire qu'il est sérieux, il veut vraiment. Après il y a des clients quand j'envoie, il dit ok d'accord j'ai reçu le prêt format, je vais essayer de me préparer. Il y a quelles sont les possibilités? Je dis ok moi je vous donne les possibilités de pouvoir payer par échéance. Parce que ces usines, avec nous, j'ai aussi la possibilité à ces usines de pouvoir payer par échéance. Tu connais comment ça se passe? Donc du coup, tu envoies un peu, moi je dépose à l'usine. L'usine me donne un reçu, moi je te fais parvenir le reçu. Donc vraiment, on passe comme ça après jusqu'à ce que tu as. Maintenant, pour revenir sur la cliente, je l'ai fait le préformat. Elle n'avait même pas payé parce qu'elle était venue par recommandation d'une amie. L'amie m'a dit que non, c'est une dame, vraiment, elle est dans ça. Essaie de voir. Voilà, j'ai dit, ok, d'accord, comme c'est pas à toi, ok, voilà, on va essayer de faire une exception. Je fais le truc préformat, tout est carré. Les chapiteaux, les chaises, vraiment j'ai essayé de tout faire. J'ai contacté les gens pour les assiettes, vraiment tout. J'envoie la dame reçoit le truc. Jusqu'à aujourd'hui, je peux même te montrer. La dame, elle ne m'a plus jamais répondu. J'ai dit, mais attends, et puis elle regarde mes statuts, c'est ça le truc. Donc quand je vois, elle regarde, j'ai dit, mais attends, mais la dame, elle a reçu elle ne m'a plus jamais fait signe. Tu me regardes des choses comme ça, tu vois, c'est vraiment pas sérieux. Tu as touché un point extrêmement important. C'est vraiment pas sérieux. Je faisais un live la dernière fois, je le disais. Et puis je vais vous expliquer un truc. Il faut comprendre aussi que chacun a des méthodes de travail différentes. Parce que peut-être que j'ai une méthode de travail que j'emploie, Patrick a sa méthode de travail. Mais vous voyez, pourquoi Patrick lui fait ci, pourquoi Hugo fait ci? C'est la méthode qui marche, qu'il emploie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il ne faut pas dire que c'est parce que Patrick fait comme ça, Hugo doit faire comme ça, mais c'est parce que Hugo fait comme ça. Pourquoi est-ce que je mets ce disclaimer avant d'aller sur le sujet? Chez nous, à IT Consulsal, on ne paye pas de frais pour pouvoir faire le sourcil. C'est-à-dire les clients viennent. Ils envoient des demandes. Ils envoient, parfois les faits de Patrick, ils disparaissent. Parfois les clients qui viennent, aujourd'hui il envoie 100 photos. Donnez-moi les prix, ainsi de suite. On lui donne les prix, il disparaît. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les gens ne comprennent pas la quantité de travail qui est derrière en fait. C'est énorme. Et nous on fait ça à 0 francs à la société. Voilà, tu vois. À 0 francs, ça dit, vous envoie les photos. Et puis moi, je suis occupé. Comme tu le vois, j'ai une société, je travaille pour une société germano-chinoise. Donc je suis occupé. Donc j'ai un personnel à gérer et tout. C'est-à-dire j'ai un personnel vous envoie, le personnel se met en besoin pour vous envoyer les prix. À 0 francs. Et ce personnel-là, on les paye chaque mois. Chaque fin du mois. Donc vous voyez que le système est différent. Et donc, les gens ne comprennent pas que... les gens pensent que tu es en Chine. Tu t'envoies la photo de ce produit-là. Le prix s'affiche sur le front du produit et puis tu l'envoies. Ça ne se passe pas comme ça. Parfois, il faut même prendre pour un seul produit
Il faut sourcer 4 à 5 fournisseurs, comparer les prix, comparer les qualités, comparer beaucoup de trucs avant de vous donner. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, et puis parfois, il peut arriver aussi un détail. Parce que j'ai déjà eu ce problème-là avec un client. Le client a demandé le prix. Je lui donne le produit que par exemple, ça coûte 30 RMB. Il dit non, en fait, moi j'avais vu ça quelque part avec 5 RMB. Calmez-vous, calmez-vous. Je disais tantôt que ce qu'on fait là, c'est basé sur la confiance. Je peux trouver ce produit-là à 10 RMB, à 15 RMB, à 50 RMB et à 100 RMB. Si je décide de proposer celui de 50 RMB, c'est parce qu'il y a des raisons. Je ne sais pas si tu vois. Je vais te proposer celui de 5 RMB, mais je ne te l'ai pas posé parce que quand tu vas recevoir ça, tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Donc il faut vraiment vous calmer. Il ne faut pas penser tout de suite qu'on veut vous arnaquer. Parce que si on veut vous arnaquer vraiment, on a trop de moyens. Moi je suis en Chine. Si vraiment on veut vous arnaquer, il y a trop de possibilités. Si on décide maintenant de s'associer du côté des Chinois pour vous arnaquer, ça sera grave. On sera même plus puissant que les Chinois. Parce que nous on maîtrise les deux côtés. Voilà, on maîtrise les deux côtés. Après aussi, comme on ne le fait pas parce qu'on a une réputation à protéger. Voilà. Exactement. On veut vraiment avoir cette image de sauveur et tout. Voilà. Donc c'est vraiment le truc. Et puis même pour revenir sur le truc, moi je veux aussi que tu expliques aux gens. Parce que les gens des fois ne comprennent pas. Des fois la personne t'envoie un produit, la photo qu'il a fait une capture d'écran sur Alibaba, mais les gens ne prêtent pas attention au MOQ. Ah ouais. Ils voient un produit, on a mis le MOQ 1000 pièces. Et puis on a mis 200 francs. 200 francs. Donc lui il s'est dit que le produit coûte 200 francs. Mais non, mais derrière le MOQ là, ça veut dire que quand tu prends à partir de 1000 pièces, c'est là où est-ce que le produit va coûter 200 francs CFA. Maintenant le client vient, il te dit ok, mais non, mais pourquoi tu me dis que c'est 1500? J'ai vu que c'est 200. Mais attends, mais toi tu veux prendre 3. Tu veux prendre 10. Tu veux qu'on te vende ça à 200 francs. Exactement, hier je disais à mon ami Eric, ce même problème-là. J'ai un client qui va se reconnaître. Il a une commande. Bon, lui, c'est un projet vraiment personnel, donc je ne vais pas dire le nom du produit. Donc, c'était une quantité de 6000 pièces de trucs. Donc, le Chinois avait coté le truc à 25 RMB. L'unité. Donc, le client revient et me dit, ah, tu sais quoi, finalement, on a décidé de faire une commande test de quoi? De 200 pièces. Donc, de faire une facture pour format. Ah, c'est 25 RMB, non? Je dis, mon frère, calme. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, exactement. C'est parce qu'on a dit 6000 pièces au Chinois, il a coté 25 RMB. Exactement. Quand tu dis 200 pièces, il coûtera forcément plus. Et puis hier, qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, j'ai une méthode assez radicale avec mes clients. Je ne montre pas mes conversations avec mes fournisseurs aux clients. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher, mais je ne veux pas habituer mes clients à ce truc-là. Ça serait une obligation. Exactement. Je disais à Patrick hier qu'il faut vraiment éduquer les clients. Parce que si tu habitues, je lui ai donné une anecdote assez simple. Il donne tout le temps 5000 à ta copine. Et bien, aujourd'hui, tu donnes 1000 francs. Ça va péter à la maison. Mais si tu donnes 1000 francs tous les jours, et puis un jour, tu donnes 5000 francs. Et voilà, là, c'était le problème. Donc, c'est exactement la chose. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Pour vraiment prouver au client là que ce que je t'ai fait comme discours, c'est la réalité. J'ai appelé le Chinois, je vais laisser un message sur WeChat. Il a dit en fait, le client en fait qui voulait commander les 6000 pièces là, il a dit en fait, finalement il va prendre 200 pièces. Test et tout. Donc de me faire une facture. J'ai fait comme si je ne comprends pas le système. Le Chinois m'a dit plus 8 yuan sur le prix unique. Il a dit que c'était 25 RMB, mais maintenant ça coûte 33. Parce que tu as pris 200 pièces. Donc il faut vraiment que les gens tiennent compte des MOQ. Et je veux aussi attirer l'attention sur un point. Parce que quand Patrick parle de ça, quelqu'un m'a posé une fois une question. Il a dit Hugo, j'ai vu le produit là en Chine, ça coûte 500 francs CFA. Au pays, j'arrive à trouver ça à 900 francs. Maintenant, pourquoi lorsque toi tu me fais les calculs avec les frais d'envoi arrivés au pays, ça coûte 1200? Parfois, je me dis que moi je trouve ça simple et logique parce que je suis dans le domaine. Donc, après, pour certains, c'est pas facile. Je vous explique un truc assez simple. Celui qui vend le truc là à 900 pays, peut-être qu'il a fait venir ça à un conteneur. Exactement. Et dans le conteneur, peut-être qu'il y a 700 000 pièces. Et il a pris ça en Chine peut-être à un prix unitaire de peut-être 200 RMB. De 200 RMB, 700 000 pièces, il peut se permettre de vendre à 900. Et quand tu le vends, tu vas acheter peut-être 2 en Chine. Et puis on te dit que le produit, on va dire 10. Le Chinois te dit que 10, je te fais ça à 600. Ça fait 6 000. Tu vas payer faire l'avion, 6 000 francs. Ça arrive. Donc ça va être 12 000 le capital. 12 000 divisé par 10. Quand tu fais un prix unitaire de 1200. Tu me diras que tu pourrais trouver ça moins cher à 900 au pays. Mais c'est parce que celui qui vend ça à 900, il a amené un conteneur. C'est énorme. Il dit qu'il va avoir 900 pour un conteneur. Pour un conteneur. Donc c'est ce que Patrick disait par rapport au MQ.
Moi, je suis ici, je représente la société, la marque allemande Bessere, avec l'usine qui est implantée en Chine. Donc quand on vient à la foire, parce que c'est moi-même qui ai organisé tout le projet, quand on vient à la foire, les clients viennent, on leur donne le prix. Et le prix est basé sur le MOQ que nous on fixe nous à 500 pièces. Donc ça veut dire que si toi, un client vient chez moi aujourd'hui et me dit, ah, monsieur Hugo, le produit là, ça c'est pas un balcon donc comme cadeau, donc c'est juste un exemple. Il me demande le produit là combien, je dis le produit là est à $6. Il comprend que je donne le prix d'en gros. Il comprend que je donne le prix d'en gros. Il va me dire que je vais acheter 2, il me donne $6. Ça ne marche pas comme ça. Et puis j'ai remarqué que les clients qui viennent à la foire de canton, la plupart sont des clients professionnels. Ouais, ils savent comment ça se passe. Voilà, la question qu'ils posent c'est quoi? $6. Ils savent que c'est par rapport à un autre. Ils disent ok, si je vais acheter 10 000 pièces, tu me fais à combien? Bah, ils savent comment ça marche. Donc peut-être si je achète 10 000 pièces, au lieu de $6, je lui dis peut-être $4, c'est tout. Mais si je achète peut-être une pièce, on ferait même $20, je te vends. Même $20, je te vends. C'est exactement, ça fait partie des trainings que nous on fait quand vous voulez venir avec notre programme pour la foire de compte. On vous explique tout ça en détail. Comme ça, quand vous êtes au niveau d'ici, vous avez la facilité de pouvoir communiquer avec les fournisseurs chinois. Vous savez quel langage utiliser. Voilà. Donc tout ça là, ce sont des détails que nous on explique vraiment, on va vraiment deep, genre on explique vraiment tout ça. Pour vous donner cette facilité, vous saurez comment négocier et tout, voilà. Vous avez vu, il a pris un exemple. Lui, il est ici pour représenter un stand. Donc, quand un client vient avec un produit, le client aime un produit, il dit que le produit là, c'est 500 francs CFA. Dès que le client dit que moi, je vais prendre 30 000 pièces, 40 000 pièces, tu me fais ça combien? Lui, il sait la marge qu'il a. Donc, du coup, il réduit peut-être de 2 francs, de 200 francs. Donc, ils font ça à 300 francs CFA. Donc, le client, c'est la quantité, on insiste vraiment sur la quantité. Donc, il n'y a pas de comparaison. Là, je vais revenir sur un client qui est au niveau du Cameroun. Lui, il va se reconnaître rapidement. Je ne vais pas dire le produit. Le produit là, vraiment, il va se reconnaître. Mais après, c'est un client qui est très compréhensif, tu vois. Il est très, très compréhensif. Je là parce que j'avais compris que peut-être il ne comprenait pas comment ça se passait. Tu vois. Après, ouais, je l'ai expliqué, il a vraiment compris. Mais moi, j'étais surpris de sa compréhension. Il a vraiment compris. Il a dit oui, je comprends. Parce qu'il voulait acheter un produit au niveau d'ici. Vraiment, mais la quantité, elle était vraiment pas assez, mais ça va quand même. Maintenant, moi, je lui ai proposé, ok, avec le budget que tu as, moi, je préfère que tu consommes tout le budget là pour un seul produit. Comme ça, tu auras une quantité énorme et puis le prix sera réduit, tu vois. Maintenant, après, bon, lui, il a préféré diviser le budget pour plusieurs produits après une quantité quand même minime. Voilà. Je dit, ok, d'accord. Mais après, quand il a essayé de voir les investigations au niveau de chez lui, le produit qu'il a acheté ici, donc au pays là-bas, on vendait ça, si je me rappelle, ils vendaient ça, c'est un truc qu'on vendait à 10 000 là-bas. Non, on vendait, je sais pas, il m'avait dit 6 000, un truc comme ça. Mais ici aussi, on était aux alentours de 4 à quelque chose comme ça. Donc on rajoute plus de transport, c'était plus cher qu'au niveau du pays. Moi, c'est là où je l'ai fait comme j'ai dit, ok. Et puis on voit ça où il me dit Chana Mall. Mais j'ai dit, mais là, il n'y a pas match. Il dit que non, mais même ici au niveau du pays, il y a Chana Mall. Dès qu'il a dit Chana Mall, j'ai dit qu'il n'y a pas cinquantaine de conteneurs. Il n'y a pas mal. Lui, il peut même vendre ça même à 1000 francs. Parce que les Chinois, quand on dit Chana Mall, ça veut dire qu'ils arrivent à déplacer les centaines de milliers de conteneurs. Et puis, il faut aussi les produits de là-bas, tu ne peux pas comparer avec toi qui veux débuter. Il y a vraiment, il n'y a pas comparaison. Il faut aussi comprendre un truc. Que je dis aussi à un de mes amis hier, c'est-à-dire la différence de mentalité qu'on a entre nous et les Chinois, c'est quoi? Le Chinois, au début, quand il veut commencer un business, il sait qu'il doit perdre pour avoir le marché. Exactement. Pour avoir la clientèle. Mais l'Africain, il veut gagner directement. Je vends 500, je dois gagner 1500 sur ça. Par exemple, aujourd'hui, tout de suite. Voilà. Par exemple, quand vous prenez la plateforme Temu, Temu qui est la plateforme des Chinois qui est maintenant plein en Europe, vous voyez. C'est la plateforme qui fait le carton maintenant. Temu, c'est un peu la version étrangère de Pinduoduo. Donc quand vous allez sur Temu, ils vendent des trucs tellement moins chers. Tu vois, je sais pas, un powerbank à 2 €, tu vois des pochettes à 0,5 centimes. C'est vrai que la qualité est basse, parce que les Chinois ne vont pas commencer à tuer des produits très moins chers. C'est vrai que la qualité est vraiment basse. Mais Temu enregistre une perte d'environ près de 30 millions de dollars par an. Wow. Parce que l'objectif, quand ils sont dans le marché, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour gagner le cœur des gens et pour gagner la popularité. Temu aujourd'hui, je pense que sur Play Store, ils font partie des 5 applications les plus téléchargées au monde. Wow. Quand tu vas sur Temu, j'ai publié ça sur une de mes pages d'antan. Ils font partie des 5 applications les plus téléchargées au monde à cause de leur politique. Je me rappelle, mais ils avaient fait une publicité même aux États-Unis lors d'un congrès ou bien d'un événement. On leur a donné seulement un créneau de 10 secondes. Ils ont payé quoi, des millions pour avoir cette publicité là.
Donc ouais, les Chinois dépensent. C'est-à-dire quand vous allez à China Mall là, que le prix que le Chinois vend à 1000 francs, peut-être que même ça lui coûte peut-être 1000 francs même en Chine. Ici, ouais. Mais il est d'accord de pouvoir créer un marché. Alors que nous les Africains on veut quoi? Si moi je viens de commencer mon business, si je dépense par exemple 10 000 francs de capital, je veux gagner au moins 20 000 francs pour savoir que mon business marche. C'est pas comme ça. Même quand j'ai dit dans une vidéo que quand tu prends Uber, la société Uber de transport et qui fait aussi la nourriture maintenant, Uber Eats qui fait la livraison, Uber a commencé à être rentable après 15 ans, mon frère. Même Amazon. Voilà. Ils ont commencé à être rentables après 15 ans. Il y a un de mes amis à qui je donnais un conseil. Il donne des conseils aussi en investissement et en entrepreneuriat. Donc, il a mis en place un business model, aussi un peu dans le style du commerce international, quoi, de business. Mais il me dit que franchement ça ne marche pas parce que voilà, il essaie d'investir dans les achats de produits, mais les gens ne payent pas vraiment, ou bien c'est pas vraiment, il ne sait pas vraiment si c'est les produits que les gens veulent, ça, donc c'est compliqué. Je lui ai dit mon frère, si tu veux réussir, fais un programme. Décide-toi peut-être de mettre 10 millions par terre et tu fais ton projet. 10 millions, tu te dis quoi? Je prends un local propre. J'aménage bien, je fais un bon aménagement. Je fais un petit bureau à côté. Je prends une secrétaire. La secrétaire, tu le payes combien? Ok, on va dire 100 000 ou 50 000. Bon, pour un degré, on dit 50 000 parce que voilà, 50 000. Tu fais un truc sur 2 ans. Je ne sais pas si tu vois. Tu lui fais un truc ainsi de suite. Si tu dois lui payer 50 000, ne fais pas l'erreur de dire chaque mois je vais lever 50 000 de ma poche pour lui payer. Non. Fais un programme. Plus 50 000, un an, ça fait combien? Sur 2 ans, ça fait combien? On va dire, tu as 4 mois, 50 000, tu es autour de peut-être, je sais pas, 2 millions. 50 000 fois 10, ça fait 500 000. Donc, voilà. Donc, même pas 2 millions, 1 million et quelques. Donc, je sais que les 1 million là, c'est pour le salaire de la secrétaire sur 2 ans. Les 1 million là, c'est pour tel. Donc, tu prends les 5 millions, tu dis 2 millions, je prends pour acheter des marchandises de ouf en Chine et j'installe dans ma boutique. Et je précise que j'ai un service d'import-export, j'ai un service de logistique, j'ai un service de tel. Donc, c'est lorsque les gens vont commencer à venir dans ta boutique que tu vraiment fais le marketing. Tu leur dis, en fait, vous voyez les produits là qu'on a, les produits sont déjà disponibles ici. Donc, on peut vous commander aussi des produits depuis la Chine, on peut vous faire tel. Et tu fais ta promotion. Parce que les gens veulent voir que tu es déjà professionnel avant d'avoir confiance en toi. Donc, dis-toi que la première année, la deuxième année, ça sera chaud. Je n'espère même pas avoir de revenus et tout. Parce que l'argent, j'ai investi dans mon projet. Et peut-être que je vais commencer à gagner le troisième, quatrième mois. Je pense que ça, ce sont les bases de l'étude de projet. C'est-à-dire quand tu fais une étude de projet, on me dit il y a un temps de solvabilité, il y a un temps à laquelle tu dois commencer à être rentable. C'est-à-dire c'est normal quoi. Pour ceux qui me suivent, quand on dit on fait un projet de quincaillerie comme moi, on dit on fait un projet, l'IKEA qu'on a mis en place. Vous pensez qu'on gagne de l'argent sur l'IKEA pour le moment? Non, on a lancé la plateforme en janvier. Peut-être qu'on sera peut-être rentable après 4 ans, après 5 ans. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui mettent des produits en ligne, il y a des gens qui traitent vos commandes, il y a des gens qui livrent. Tout ce monde-là, vous imaginez un peu de temps, c'est pas avec nos 1000 ou 2000 clients qu'on a actuellement qu'on va rentabiliser. Donc quand on met les prix qui sont bas sur l'IKEA, à perte. Parce que plus les gens ont confiance en nous, lorsqu'on va peut-être par 100 000 clients, 200 000, 1 million de clients, là, même si on gagne 50, là c'est énorme. La quantité en fait. Voilà, donc on est conscient de ça. Donc tu vois qui commence son business tout à l'heure. Tu vas vouloir être médiocre au début et tu vas être médiocre combien de temps et espérer gagner quand. Donc il faut vraiment que ceux qui veulent se lancer dans le business là aient un capital. Pourquoi c'est dans tout ce temps on parle de capital? Sans capital, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Un capital, dis que okay, je veux commencer le business. J'ai un capital de 5 millions. Avec les 5 millions, je fais ci, je fais ci. Dans 1 an, je vais voir comment le business évolue. En fonction de l'évolution du business, tu décides d'injecter plus ou tu décides de commencer à faire des ajustements. C'est comme ça que ça marche. Même si après 2 ans, tu fais faillite, tu aurais essayé. On disait hier qu'on n'a pas peur de l'échec. En entrepreneuriat, on n'a pas peur de l'échec. Je ne sais pas si vous voyez, en entrepreneuriat, on n'a pas peur de l'échec. C'est une étape de la réussite. L'échec même nous enseigne beaucoup, plus que la réussite. Je disais à Patrick hier que moi, je ne m'inspire pas des gens qui ont réussi. J'écoute beaucoup Jack Ma parce que Jack Ma il a échoué beaucoup avant de réussir. Donc c'est un modèle de réussite, mais aussi un modèle d'échec. Donc par exemple, moi je ne suis pas les gens comme Elon Musk. C'est vrai que j'ai eu son histoire, mais au moment où je suis que c'est quelqu'un qui a bénéficié un peu du capital de son père qui l'a aidé un peu au début. Et puis c'est vrai que c'est un génie. C'est un génie. Mais je me dis que c'est pas le même modèle avec Jack Ma. Jack Ma est venu from underground. Voilà, vraiment. Si vous voyez les exemples de Jack Ma, ça figure, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment super. Je sais pas si donc je me dis que Elon Musk, c'est un génie, il a fait des trucs de malade. Tu ne peux pas copier. On dit l'esprit de lui, ça ne sert à rien. Si par exemple tu as un projet, vois ce qu'ils ont essayé par le passé et ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué?
analyse ça et puis écarte les raisons qui peuvent t'amener à échouer, qu'est-ce qui va rester? Rien que du positif. Et puis quand tu vois, surtout là je reviens sur ça, quand tu veux faire un truc, quelqu'un a déjà eu à faire la même chose, tu vois, toi tu vas vraiment prendre les échecs, ok, là il n'a pas reçu, pourquoi il n'a pas reçu? Quand tu essaies d'analyser le pourquoi il n'a pas reçu, ça va te donner la possibilité de pouvoir trouver la solution pour que lui exactement. Donc du coup, dans ton process, tu seras plus speed, quoi, tu seras plus rapide que lui, parce que tu sais, ok, voilà les erreurs, voilà les complaints, ok, donc moi je peux trouver une solution, voilà comment je peux faire des alternatives pour pouvoir résoudre le problème. Ouais, ça c'est vraiment... Donc, c'est un peu ça. Et puis les gens vont me dire aussi que, Hugo, mais les Chinois copient les trucs étrangers, mais ça marche. Erreur. Les Chinois ne copient pas les trucs étrangers, mais ça marche. Quand on prend par exemple, on va dire quoi? Qu'est-ce que les Chinois copient des États-Unis? Bon, il y a pas de trucs, on va dire par exemple, bon, qu'est-ce que je vais dire? Voiture, ok, on va dire même le Facebook ou bien les trucs ils ont leur Weibo. Donc, vous voyez que le Chinois, il voit l'idée. Et puis, il voit pourquoi est-ce que cette application-là n'est pas influente en Chine. Il voit comment l'adapter. Donc, ça veut dire qu'un temps, ça peut. Il analyse le côté faible, en fait, du projet pour renforcer ça et proposer en Chine. Donc, vous allez penser que les Chinois, ils copient ce que les étrangers font ici, mais non. Ils analysent plutôt comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça là où on n'a pas pu faire la partie qui manque à l'étranger là, ils font ça en Chine. C'est un peu comme quand tu prends TikTok et Douyin. C'est vrai que TikTok et Douyin, ça appartient tous à Zhang Yiming. Voilà, à une boîte. Comment on l'appelle même? C'est la boîte qui coiffe Douyin. Je connais un nom chinois, mais j'oublie un peu le nom. Chinois, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. Tencent? Ouais, Tencent, voilà. Donc c'est le boss de Tencent, Zhang Yiming. C'est vrai qu'eux, ils ont fait TikTok et eux aussi, ils ont Douyin. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'applications où on a une version étrangère et ils viennent copier la version chinoise. Donc ça veut dire que quoi? Mais là, je te coupe même rapidement. Mais même pour Twitter, X, voilà, ils sont en train de copier le paiement de WeChat et tout. C'est ce que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc par exemple, quand les Chinois, on prend WhatsApp et WeChat. Les Chinois ont vu WhatsApp. Ils ont dit que WhatsApp, on peut pas utiliser en Chine parce qu'il y a les restrictions. Voilà, on va faire WeChat. Ils ont fait ça en mieux. Il n'y a pas de comparaison. WhatsApp et WeChat, il n'y a pas de comparaison. Donc, ils ont analysé les faiblesses de WhatsApp. Ils ont développé ça dans WeChat. Ils savent que WhatsApp, on peut discuter. On peut faire des statuts. On fait des appels. Ça dit c'est le minimum. Mais sur WeChat, on peut tout faire ça là. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut pas faire sur WhatsApp? Ils ont fait ça sur WeChat. On peut payer. On peut utiliser des applications. On peut avoir des applications dans WeChat. C'est-à-dire, tu es dans WhatsApp, mais tu peux utiliser, je ne sais pas, Facebook dans WhatsApp. Sur Didi. Voilà. Didi, tu peux utiliser Uber dans WhatsApp. Tu peux utiliser. Wamai. C'est trop. Donc, c'est pourquoi je vous dis que analyser les faiblesses et renforcer vous et puis vous allez réussir. Donc, c'est ça qui va m'utiliser la parole. Ça, c'est vraiment un bon point que tu as précisé. Parce que y en a. Moi, je voulais aussi que on fait une petite parenthèse sur le ton. Parce que tu vois, il y a des clients aussi qui ne comprennent pas que il y a une différence horaire. Donc, les clients s'attendent quand ils t'écrivent, après 10 minutes, tu dois leur répondre. Mais toi, l'heure que toi tu m'écris là, ça c'est l'heure que toi tu te réveilles. Ça c'est l'heure que moi je commence à dormir. Tu vois un peu le décalage horaire et puis voilà. Et puis le truc de VPN, on a vraiment une différence. Vraiment, la Chine c'est un monde à part en fait. La Chine c'est vraiment un monde à part. C'est tellement bizarre. Comment est-ce que moi au début je pensais que c'est-à-dire que les gens fassent le business avec la Chine. Ils savent automatiquement que c'est plus safe, plus ceux qui sont en France. Mais les gens ne savent pas, la majorité des gens ne savent pas. Mais complètement, nous qui sommes en Chine, on a ce truc-là. C'est-à-dire on sait que on est là-bas, ils sont en train de dormir, là-bas, mais j'ai l'impression que les autres là-bas, ils n'ont pas vraiment. Parce que moi j'ai des gens, à chaque fois ils me disent, Hugo, c'est plus combien même. C'est plus combien même. Je dis, mais je dis ça plusieurs fois, comment est-ce que tu oublies? Il faut comprendre ce qu'il dit. Non seulement par rapport à ça, c'est-à-dire quand vous écrivez, on vous répond. Moi, personnellement, les gens m'ont incité vraiment par rapport à ça. Parce que moi, de 1 il y a le cas, mais de 2 j'ai un emploi. C'est comme maintenant, on te fait la vidéo, il est 12h05. Voilà. Au niveau de Brazzaville, il est 5h. Au niveau de la France, il est 6h. Dakar, il est 4h. Voilà. Las Vegas, 28h. Nouveau, à Cotonou, là-bas, il est 5h. Il y a beaucoup de trucs. Et puis moi, même ça m'arrive parce que moi, j'ai des clients aux États-Unis. J'ai un client mexicain avec qui je discute souvent. Donc le client mexicain,
Le client mexicain là, c'est-à-dire on trouve une heure vraiment, parce que c'est difficile, parce qu'il y a 12 heures de décalage horaire. Wow. Donc c'est le jour et la nuit. Donc il faut comprendre. Et c'est un client vraiment qui est aussi très compréhensif. Et à chaque fois il me demande quelle heure t'arrange, quelle heure l'arrange, on trouve vraiment milieu. Là où est-ce que ça va nous Vraiment avantager? milieu pour discuter. Donc il faut aussi ça. Et puis quand tu parlais de délai, j'ai pensé aussi à un dernier truc, la livraison. On dit il y a 2 semaines, bateau, 1 mois et demi. De 1, quand on dit avion 2 semaines, quand vous envoyez la commande à Patrick, il faut du temps pour que Patrick fasse la commande, il reçoive chez lui, il vérifie, il envoie ensuite à l'aéroport avant que ça le parte. Ça ne se fait pas en 1 heure. Non. Même la livraison en Chine, ce n'est pas C'est même pas en 1 heure. Le maximum, c'est quoi? 2-3 jours. Voilà, 2-3 jours. Ça va dépendre de la distance. Et puis de la quantité aussi. Il y a des usines qui te disent qu'ils livrent en 1 semaine. Ça veut dire qu'une semaine est passée. Tu vas aussi analyser, checker les trucs. Toi, tu commences à compter les 2 semaines du jour où tu envoies l'argent. Toujours envoyer l'argent, d'attendre 2 semaines. Et puis même quand vous envoyez l'argent, aujourd'hui, moi je reçois l'argent de monsieur. Pour ceux qui font rester réunion. Après, pour ceux qui font les virements bancaires, je reçois instantanément. Donc pour ceux qui font les paiements là, c'est pas lorsque vous payez instantanément la machine, il y a déjà sur l'avion. Non, ça ne passe pas comme ça. Et puis aussi, moi j'ai trouvé une solution à ça. C'est-à-dire, dans notre système, Haïti Consulsal, on a un système, tous ceux qui travaillent avec nous, ils comprennent. La secrétaire et l'assistante commerciale, ils nous envoient le cheminement en fait. Donc quand vous payez, il y a en fait un truc qui s'affiche, qui coché, comme la commande a été validée. Ensuite, lorsqu'on reçoit le produit dans notre entrepôt, il y a ensuite un truc où on reçoit un emoji de case qui montre que le truc a été mis dans l'entrepôt. Lorsque le produit part vraiment, quand vous notifiez que le produit est parti, donc là le client a une idée. Lorsque le produit a été validé, lorsque le produit a été reçu, lorsque le produit est parti, donc ça permet vraiment de nous inclure le client dans le process, comme ça il va au moins voir. C'est ce qui aussi m'a amené aussi, c'est aussi l'une des raisons qui a amené à faire Elikia. Après je fais une commande sur Elikia. Quand la commande est validée, tu vois que c'est validé. Quand la commande est ramassée, tu vois que c'est ramassé. Quand la commande est en route, tu vois que c'est en route. Quand la commande est livrée, tu vois que tout est carré quoi. Donc essayez quand même d'être un peu conciliant. Quand on dit 45 jours, normalement c'est le temps que le truc passe sur la mer. Mais il arrive parfois que c'est rapide. Hier, je disais à un de mes collaborateurs, j'ai une amie en Côte d'Ivoire, elle va se reconnaître. Coucou à toi. Donc je lui ai envoyé un produit sur Abidjan. Normalement c'est par bateau. Donc elle disait que Hugo, ici on envoie ça par avion parce que le bateau là j'ai appris que ça dure. Et il dit non t'inquiète, c'est 1 mois et demi mais ça passe vite quoi. En 22 jours le truc est arrivé. Donc c'est des trucs qui arrivent et ça fait plaisir aux clients quand ça arrive rapidement. Donc il dit 22 jours ça fait pratiquement 3 semaines. Tu vois, donc c'était très rapide. Mais il se peut aussi que parfois ça dure. Ça dure, ouais, j'ai eu ce souci là aussi. Voilà, parfois 45 jours, ça peut faire peut-être 50 jours. Parfois même ça va même jusqu'à 60 jours. C'est des situations qui ne sont pas fréquentes mais ça arrive. Et puis aussi, qu'est-ce qui aussi cause ce problème-là? Parfois, souvent quand il y a des fêtes chinoises, c'est-à-dire souvent le Chuandien. Surtout ça c'est vraiment... Le nouvel an chinois. Ils entassent les conteneurs à l'aéroport, au port tellement et à l'aéroport. Donc quand tu as la fête est terminée, en février, tu passes la commande, on envoie. Peut-être que la commande même part de Chine en mars. Et là, les clients sont furieux. J'ai commandé depuis février, on est en avril. Il faut être compréhensible. C'est le même problème qui m'est arrivé avec mon même client du Cameroun là aussi. Il a fait la commande, après tu vois, on a envoyé quand ça arrivait au niveau du port là-bas. C'était au moment où les Chinois étaient, tu vois, quand c'est leur fait, là, ils commencent déjà à prendre les trucs, mettre au warehouse et puis eux veulent juste rentrer. Tu connais comment les Chinois sont carrés pour ça. Ils veulent vraiment juste rentrer au village, aller passer le temps avec les parents. Donc du coup, après il a reçu, ça fait quoi? Ça fait au moins, on a décembre, janvier, février, c'est arrivé en mars. Mais après le client il était vraiment compréhensif parce qu'il y avait le tracking number. Donc il voyait lui-même que non, voilà, c'était en route après. Voilà. J'ai même fait une vidéo sur ça. J'ai vu, toi tu as fait une vidéo sur ça, mais bien avant moi, pour expliquer le truc de logistique. Moi j'ai vraiment fait une vidéo complète où j'expliquais vraiment que le process au niveau d'ici, nous, on fait la commande. On peut recevoir les impôts chez nous, comme on peut envoyer ça directement au warehouse. Après, ça peut déjà prendre, pour tout ça, ça peut déjà nous prendre au moins 3-4 jours. Ok. Ça arrive au warehouse. Au warehouse, le jour que ça arrive, c'est pas le même jour qu'eux embarquent pour envoyer. Donc eux aussi, c'est un conteneur. On va pas, surtout quand on fait le groupage. Si le conteneur n'est pas vide, on va pas mettre un petit carton, on va mettre dans le conteneur. Non, ça c'est une perte. Donc voilà, le conteneur aussi doit être plein. Donc du coup, une fois que le conteneur est plein, ça peut prendre des fois encore 2 semaines. Après le conteneur est chargé, c'est envoyé. Donc le conteneur envoyé, ça va arriver, ça va passer par plusieurs destinations. Ça ne va pas quitter de la Chine directement dans votre pays et puis ça arrive. Non. Ça
ça fait peut-être 2-3 destinations. Après, au niveau de l'Afrique aussi, on connaît les réalités. La logistique aussi, quand ça arrive, on va prendre un exemple. Le conteneur va accoster, ça va traîner un peu. Après, voilà, on va dédouaner les conteneurs du Togo. Le bateau reprend sa route, arrive vers le Cameroun. Voilà, ça va. Donc, vraiment, c'est un process que nous, on ne peut pas contrôler. Tout ce qu'on peut faire, c'est avoir le tracking number. Voir, OK, c'est à tel niveau, c'est à tel niveau. Après, une fois que ça arrive, voilà, c'est les données. Et puis, voilà, les données, maintenant, eux prennent le relais. Après, le conteneur est sorti. On vous êtes contacté. Vous avez votre marchandise quand vous envoyez le groupage. Après, pour ceux qui font les conteneurs, moi, je ne sais pas pour toi, Hugo, mais pour moi, quand les gens font tout ce qui est genre conteneur, moi, je gère tout ce qui est au niveau d'ici jusqu'à l'envoi. Mais après, une fois que ça arrive là-bas, la personne maintenant avec... ça, c'est pas pour le groupage, je parle pour quand la personne fait le conteneur et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quand ça arrive au niveau de Togo, tu contrôles, tu peux aussi sortir, gérer la logistique. Vu qu'on a une société enregistrée en Afrique, donc on a tous cette facilité-là. Donc en fait, nous, notre politique, c'est depuis la commande jusqu'à ce que le client le reçoit, on peut gérer tout. Moi, je suis dans la même politique, mais ça, c'est dans le groupage. Ah, ok, d'accord. Pour le groupage, vraiment, de l'envoi, on gère toute la chaîne. Donc toi, tu reçois juste ton colis, tu vas être contacté, tu reçois ton colis. Voilà. Nous-mêmes, pour ceux qui font les conteneurs d'ici, on gère tout ce qui est au niveau de la Chine. Après, une fois que ça arrive là-bas, on te laisse maintenant le relais avec les fiches, comme ça tu pourras... Pour les conteneurs, on gère vu qu'on a... Oui, dans le process aussi, on va voir comment ça va travailler avec certains... Justement, donc c'est à peu près ça pour la livraison. Mais il faut aussi noter que c'est le commerce international. Même moi, à mon niveau, j'ai des clients qui me disent même que Hugo, ne t'inquiète même pas de la livraison. Moi, j'ai une société de livraison en Chine, fiable, avec qui je travaille depuis peut-être 10 ans. Donc, tu vois, fais-moi le produit, vérifie-moi que tout est OK, envoie chez eux. Il y a ce genre de clients là. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'on gère tout que si vous avez vos propres partenaires, vous n'avez pas de travail avec eux. Si vous dites que, oui, moi ça m'arrange, ça nous enlève la responsabilité. Voilà, là au moins, il sait que moi j'achète, j'envoie le reste, toi tu vas gérer avec ton. Parce que on a remboursé des clients juste parce que le produit est perdu en mer. Le produit a été perdu. Si par exemple le produit, moi je transfère le produit depuis la Chine jusqu'à chez toi dans ta maison. C'est-à-dire que dès que tu reçois le produit, c'est ma responsabilité. Si le produit vaut 300 000, je suis obligé de te rembourser 300 000. Alors que quand j'envoie le produit à ton partenaire ici en Chine, dès qu'il confirme qu'il a reçu, là c'est bon, là je suis content. Si il y a un problème là, vous gérez avec vous. Donc c'est aussi possible. Mais jusqu'à on a aussi la possibilité de vous accompagner du début jusqu'à la fin. Voilà. Non, vraiment ça c'est une bonne principe. Bon, moi je voulais aussi qu'on parle aussi d'un truc que moi, je suis vraiment honteux de pousser les gens à se lancer dans le packaging. Je ne sais pas si tu as une idée. Mais le packaging dans le sens, tu vois, on a beaucoup de produits au niveau de l'Afrique là-bas. Tu vois comme au niveau de la Chine, tu vas aller au supermarché, tu vas tout trouver. Les arachides sont packaging. Quoi, même la canne à sucre, l'eau de coco. L'eau de coco, l'eau de coco, j'ai vu ça. Ça dit que j'ai vu ça aussi. Moi j'ai vu ça. Ça dit qu'on parle de tout était emballé. Moi je voulais que tu mettes une action sur ça parce que moi j'ai fait une vidéo sur ça là où est-ce que je disais vraiment qu'il y a la possibilité en Chine vous pouvez personnaliser, surtout la personnalisation vraiment de. Je parle de tout ce que vous avez dans la tête, vous pouvez personnaliser ça. Après, nous on a un process, on vous accompagne vraiment dans tout le process, le logo, la création du nom, vraiment on va vous accompagner dans tout le process, le package. On va vraiment travailler ensemble pour pouvoir vous inclure dans le process, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez valider tout ce qui va être validé pour le package d'emballage et tout. Je dis bien pour tous les produits que vous avez dans la tête. Tout. Parce que Hugo peut témoigner, au lieu de la Chine, tout est les arachides. Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était l'eau de coco. Ça, c'est le pain. Regarde. Ce que vous voyez, c'est du pain. Voilà. Mais c'est un plastique unique. Vous savez que tu prends, tu ouvres, tu manges. Alors qu'au pays, vous avez les gens prennent ça avec un petit papier. Mais il y a le papier au milieu et le pain long comme ça. Le pain de bord et tout, tu tiens le pain. C'est chaud. Ouais. Mais même le pain là, tu vois pas quand tu vas dans le supermarché, le même pain là, tu vois comment c'est emballé. Il est emballé. Moi je vais avoir ma parfois pour acheter des baguettes. Des baguettes là. C'est emballé. Il y a une partie transparente où tu vois la baguette et puis tout est emballé. Et puis c'est personnalisé quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc ce que Patrick dit, je pense que c'est assez important. Il y a certains qui se plaignent du fait que la quantité minimum est élevée. Mais si vraiment vous voulez avoir un business sérieux, il faut avoir un paquet. Il faut mettre les moyens pour avoir un paquet. C'est le mieux. Et puis comme il le dit, chez nous aussi, on vous accompagne. D'ailleurs, vous savez que nous on fait l'infographie, le design, tout ça là. Donc on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Que ce soit même des papiers, des plastiques, des petits plastiques. Même j'ai des gens qui m'ont contacté pour acheter des machines de Puata. Je veux aussi venir par rapport à ça. La dernière fois, il y avait des Chinois qui étaient étonnés de voir qu'en Afrique, on boit de l'eau dans le plastique. Bon, je n'ai pas eu à faire beaucoup de commentaires par rapport à ça parce que je vous dis que
Je ne sais pas si... Là, moi, personnellement, c'est la même chose. Ils ne comprennent pas nos réalités. Donc, voilà. Moi, je ne sais... Moi, personnellement, c'est vrai que moi, personnellement, aujourd'hui, je ne serais pas très à l'aise de boire de l'eau dans un plastique. Ouais. C'est peut-être que je préférerais ça. Ou bien un gobelet comme je le bois ici. Un gobelet en papier. Parce que moi, je bois de l'eau chaude. Donc, c'est beaucoup plus hygiénique. Ouais. Du coup, je ne sais pas si le fait, les purettes, comme on le dit chez nous en Afrique, je ne sais pas si c'est culturel. Parce que quand moi je vois le coût de production, je me dis que pourquoi ne pas investir plutôt dans une machine qui produit les bidons, et puis ça sort, et puis voilà, vous vendez. Je ne sais pas si c'est les bidons qui vont coûter cher au niveau du coût de production. Parce que quand tu dis ça, parfois les gens disent que à Hugo, c'est parce qu'aujourd'hui tu es truc là, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est des idées. Si on vraiment se développe. La Chine, 20 ans en arrière aussi, était comme nous. Exactement. Mais s'ils sont à ce niveau aujourd'hui là, regarde le café même que nous-mêmes on se fait, on boit ici, c'est ça quoi, c'est-à-dire le café que nous-mêmes, j'ai même envie d'enlever même les trucs pour leur monter. Attends, je vais faire ça. Ouais, donne-moi 2 minutes. Comme ça aussi, ils vont voir, voilà. C'est-à-dire, un package comme ça. C'est un papier jetable qu'on vend en Chine, ça. Ça, c'est papier jetable. Ça, c'est le résultat final. Et ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le résultat final. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, pour nous-mêmes qui sont dans le stand, pour boire du café, on se dit que, voilà. Que ça soit ouvert comme ça, peut-être quand un client va venir, tu vas te lever, tu vas revenir, voilà. C'est pas vraiment hygiénique, donc tu as le truc là. Donc je vois que c'est vraiment... Et puis il faut préciser que tu peux personnaliser ça. Hein. Tu peux personnaliser ça, voilà. Ton logo, voilà, après tu fais ton café. Voilà, le café si ça se vend à 100 francs, les cafés au pays là, ce qu'on fait, voilà, c'est 100 francs. Oui, 100 francs. Le même café qui est vendu à 100 francs, si tu le transformes comme ça, tu es capable d'aller le vendre dans un bureau. Même à 500 dans un bureau, tu vois. Et puis toi tu fais la cible, tu vas à la zone industrielle ou bien tu vas là où il y a vraiment les bureaux. Tu vas là-bas, tu rentres dans les bureaux. Ça là, c'est pas magnifique. Ouais, c'est pas bien. Avec le couvercle, tout ça là, bien. Donc ça même un directeur, il a ça, voilà, c'est propre et tout. Voilà. Et puis à cause de l'écologie, il n'utilise plus les jetables en plastique. On froisse et puis ça fait des... Non. Des jetables en papier dur, tout ça là que vous personnalisez avec l'eau chaude. Voilà. C'est des idées que nous on dit, c'est parce qu'on a fait la remarque ici en Chine. Et on a trouvé que c'est bon, c'est pourquoi c'est pas parce qu'on fait genre, on se dit que non, c'est voilà, l'Afrique est terrible. Moi, je suis rentré en Afrique la dernière fois, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est pourquoi moi j'essaie de vous proposer sur l'IKEA. Et l'IKEA, comment est-ce qu'on fait? Je vous dis à peu près comment est-ce qu'on propose les produits. Et là, on demandait Hugo, pourquoi s'il y a ce produit, pourquoi s'il n'y a pas ce produit? Doucement. C'est une nouvelle plateforme qu'on a lancée en janvier. On peut avoir 1 milliard de produits sur la plateforme en même temps. Ça petit à petit. Amazon, c'est pareil, Alibaba, c'est pareil. Du coup, on a 3 possibilités. On a 3, en fait, 3, on va dire comment On a 3 origines des produits, je vais dire ça comme ça. Numéro 1, c'est ce que les clients nous demandent. Un client peut venir dire, ah Hugo par exemple, je vais acheter ça, aide-moi à trouver ça, vraiment ce produit-là se vend bien. On dit bon. Vu qu'on a déjà fait tout le souci pour trouver le produit là, le prix ça là, on donne au client. On met en ligne pour que si demain, un autre client a besoin de ça, il trouve ça en ligne. Il a même dit de le contacter pour avoir les mêmes informations. Avant, on faisait un boulot 100 fois. Aujourd'hui, on fait un boulot une fois et c'est bon. Parce que si quand un client a besoin de ça et qu'on fasse le souci et qu'on mette en ligne, les autres clients pourront en bénéficier. Ça, c'est le premier. Deuxième, nous-mêmes, on est en Chine. On voit des choses. Par exemple, hier, je suis avec ma secrétaire. Je vais mettre un produit en ligne. Le produit, c'est derrière moi ici. Après, je vais demander si Patrick peut y mettre l'image. Vous allez voir. C'est le produit là, pour faire des glaces. C'est un produit cosy. On l'a mené à la fois parce que parfois il fait chaud. Tu mets de l'eau, tu mets un peu de glace. Des petits trucs comme ça. C'est un produit qui fait des glaçons en 7 minutes. Et quand tu mets l'eau, tu allumes ça. En 7 minutes, ça commence à sortir comme ça. Et tu mets les glaces, tu bois. Donc je veux que c'est des trucs. Il dit à un ami, j'ai mis son statut, quoi, parce que moi, ça m'a plu. Il y a un de mes partenaires qui me dit que c'est des trucs que les restaurants, les bars pourront exploiter en Afrique. Quand on voit des trucs comme ça ici en Chine qui sont géniaux, on propose. Parce que c'est des trucs qui ne coûtent pas cher en fait. Exactement. Parce que cette machine là, ça coûte quoi 200 ou 300 RMB. Tu l'as fait venir en Afrique, peut-être maximum tu payes 5 000 francs CFA. Dans un capital de 35 000, tu as ça. Imagine le genre que ça fait quand tu mets dans ton resto. Ça donne un plus-value. Voilà, les gens viennent, il y a de la glace directe. On ne va pas ouvrir, prendre un gros glaçon. Voilà, donc c'est les bouteilles de maillot, on tape le maillot pour casser la glace et tout. C'est des trucs vraiment que, voilà, on propose pour que vous ayez quand même. Et puis même la glace, tu vois, elle est carrée, elle est vraiment. Il y a une forme.
C'est pas les glaces qu'on tape comme ça, c'est bizarre et tout. C'est bizarre. Donc, c'est comme ça, c'est des trucs que nous on trouve vraiment intéressant et on propose. Par exemple, ça, le produit qui est ici. C'est pour les tissus. Ouais, c'est juste une boîte. Mais dans la boîte, en fait, il y a le paquet pour le tissu. Papier mouchoir, voilà. Papier mouchoir. Donc, ça, on va dire que peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la service ne va pas acheter ça. Mais quand tu viens sur un stand, tu vois le plastique du papier mouchoir, un peu de papier. Et tu vois une boîte comme ça. Dans laquelle tu tires le papier. Comme ça, tu retires. Et puis ça a une forme un peu jolie, bien, truc là, que tu peux même personnaliser. Tout le temps sauté. C'est des trucs comme ça qui font la différence. C'est des petits trucs comme ça. C'est des détails qui font la différence. Donc c'est des trucs que nous on propose pour vous aider à quand même à vous, comment dire, à vous différencier. Différencier des autres. Parce que c'est ce qui fait la différence. Si tu es différent des autres, parce que personne n'aime se confondre dans une masse. On voit que tout le monde fait des trucs, mais qui est vraiment, voilà, particulier. Après, c'est des petits détails comme ça qui pourront te donner la possibilité de pouvoir faire une marge de plus ou encore rajouter un surplus. Si voilà, tous les restaurants, toi tu essaies de faire ces petits détails-là. Ton plat, si le plat est vendu à 1000 francs, tu peux ajouter 300 francs d'euros, 1300. Mais quand le client arrive, le service aussi, l'environnement, ça lui donne envie de pouvoir compléter les 1300. Il ne va pas penser non mais pourquoi je vais pas les payer. Non, il va dire non. Là c'est même moins cher parce que je paye 1300 mais regarde le service que j'ai, regarde comment on me sert. Voilà, tout ce qui va avec, ce sont des petits trucs comme ça vraiment que voilà, qui mettent vraiment un point sur ça. Très important. C'est vraiment très important. Donc je veux aussi revenir dans des questions que beaucoup de gens ont posées. Les gens m'ont dit Hugo, pourquoi tous les étrangers ont des badges de couleur bleue? Parce que comme Patrick, il a un badge de couleur bleue et moi j'ai un badge de couleur violet. Donc comme Patrick disait tout à l'heure, moi je suis un étranger, moi j'ai besoin d'une usine chinoise. Donc je suis exposant. C'est vrai que même il y a certains clients qui viennent ici, des clients que je ne connaissais pas, des nouveaux clients qui viennent. Quand ils me voient, ils pensent que je suis un client. C'est juste quand ils voient le badge, ils sont un peu confus. Mais c'est pas le même et tout. Voilà. Je pense que dans toute la foire, on n'est que deux étrangers à avoir des stands et être étranger. Il y a moi ici et puis il y a un autre qui est, on va dire, mexico-suisse. Voilà, c'est un métis en fait. Il est mexicain, il est suisse, mais il a une femme chinoise. Donc ici je suis chinois, je suis exposant. Donc je sais que en fait, je travaille pour une marque allemande qui est Bestley. Je vais prendre un produit, vous allez voir. Parce que je vais pas aller dans le stand de Bestley, ça parler de Bestley sinon. Non, là, c'est aussi, ouais. Voilà, donc ça c'est un des produits. Accessoires pour les bébés et tout. Voilà. Les enfants, les bébés. On a une marque allemande, nous on a nos usines qui sont implantées ici en Chine, précisément dans la province de Futian. Donc qu'est-ce que nous on produit dans l'usine? On a deux lignes de production. Donc, la première ligne de production, c'est les articles qui sont faits avec du tissu, comme les portes-bébés, les portes-bébés de randonnée que les gens portent pour aller à la montagne et autres là. Et puis aussi, il y a des fabriques de tissus. Voilà, comme les portes-bébés comme les kangourous. Ça, vous savez qu'en Europe et en Asie, les gens ne portent pas les enfants au dos avec les pagnes comme on le fait chez nous en Afrique. Donc il y a des portes-bébés de différents types. Donc il y a des portes-bébés avec des supports aussi. Voilà, des supports ici. Parfois même ici en Chine, quand tu vas dans les parcs, il y a les grands-mères, les enfants de peut-être 3-4 ans, ils les mettent assis, ici comme ça, et puis voilà, pour éviter que le poids soit trop sur la main. Donc il y a ça, et puis il y a les lits de bébé. Donc les lits de bébé aussi, on les produit. Donc l'autre ligne de production, c'est les tricycles, comme je l'ai montré tout à l'heure. Les tricycles et puis les scooters, on appelle les trottinettes. Les trottinettes, les vélos de bébé, voilà. Donc c'est à peu près les trucs qu'on produit. Donc en gros, vous êtes dans tout ce qui est pour produit pour enfants, produit pour bébé. Souvent, on parle de 0 à 12 ans. Voilà. Donc les produits d'enfants de 0 à 12 ans. Donc voilà ce que moi je produis à Foutier. Donc il faut comprendre que c'est vrai que je fais dans le commerce international, mais ma spécialisation, c'est vraiment les produits pour bébé. Mais mon agenda m'a permis de connaître beaucoup d'usines. Beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que peu importe ce que tu veux produire en Chine, c'est possible. J'ai un catalogue assez. Moi, j'insiste surtout sur ça personnellement. J'ai un catalogue assez fourni. Et puis, je travaille pour un groupe chinois. C'est vrai qu'ici, notre usine est implantée à Foutier, mais on appartient à un groupe chinois qui s'appelle Stiger. Donc, Stiger. Donc, le groupe chinois est basé à Guangzhou. Et dans le groupe chinois, là, on a une autre usine
qui produit des appareils électroniques. Comme les chargeurs, les powerbanks, tout ça. Et je disais dans ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, j'avais des clients qui sont venus du Brésil. Donc on les a mis dans l'usine. Vous avez vu dans la vidéo, on avait porté des trucs. Parce que quand il y a des usines électroniques, on porte des protèges. Donc, je disais aux gens qu'en fait, on avait un contrat avec Techno. Donc vous avez vu, je vous ai montré, on faisait la personnalisation des trucs dans le Techno, tout ça là dans l'usine. Donc vous voyez que c'est vraiment pas du jeu quoi. C'est du concret. C'est l'usine, la personnalisation, tout ça là, c'est des trucs où nous on est vraiment impliqués. Spécialisé. On est dedans tout le temps. Toute la chaîne, vous êtes impliqué dans toute la chaîne. Donc professionnellement, je suis beaucoup plus dans ça. Maintenant, de façon, de l'autre côté, il y a tout. Même si tu veux produire un caleçon, on peut le faire ça en Chine. Quoi. Donc c'est pourquoi je suis ici avec le badge violet et du badge bleu. Donc c'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que non, le badge là c'est mieux que non, c'est différent. Ça c'est pour vraiment pour visiteurs et exposants. Voilà. Donc c'est la petite parenthèse plus. Bon, ceux qui ont besoin des articles de bébé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller directement sur sa chaîne. Encore si vous passez par moi, je vais passer par lui aussi. C'est vraiment c'est pas c'est un peu pour les bébés. Voilà. Donc je pense que on va faire peut-être un dernier point sur l'industrialisation. Voilà, moi c'est un point aussi que je voulais. Si tu peux, parce que moi j'ai déjà fait des vidéos, mais je pense que ça va sortir peut-être avant ou après cette vidéo. Sur ça, là, je précise vraiment que il y a des machines ici qui permettent aux gens de pouvoir commencer une petite industrie. Voilà. Donc tu vois un peu, essaie de faire un highlight comme ça, les gens vont mieux comprendre peut-être. Voilà. Donc par rapport à ce que Patrick dit, parce que les gens se disent souvent que non, pour commencer une industrie, il faut avoir les milliards, il faut être milliardaire et tout. Voilà. Mais avec la Chine, on sait comment ça se passe, les machines et tout, voilà, tout le processus. Donc c'est un peu nous pour dire la vérité, je parlais de notre usine où on produit des porte-bébés. Je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble un porte-bébé. Mais un porte-bébé c'est ça. Vous voyez ce que l'homme a porté le bébé dedans. Donc c'est des produits qui se font un peu comme des habits. Donc au tout début de notre usine, on n'avait pas vraiment de machines automatisées. C'est des machines comme on a au pays chez nous dans les couturières. Et vous avez, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont assis à la chaîne, sur l'hyper-ça, puis après il y a un dernier qui peut assembler les trucs. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé. Avant que quelques années en arrière, on a pris maintenant des machines automatisées, tout ça là-dedans. Désolé. Donc ça veut dire que même si les Chinois ont compris le fait de commencer petit à petit, pourquoi pas step by step, voilà. Je disais tantôt que moi j'ai eu un client qui a commandé une machine de Piata. Moi j'ai étonné, la machine de Piata a coûté à peine 1 million et quelques. C'est vrai que les gens disent, ah Hugo tu dis 1 million, c'est... Mais une usine, 1 million d'investissement, ce n'est rien. Ouais, mais après, ça va prendre le temps, mais les gens vont surtout au niveau de l'Afrique, les gens vont commencer à comprendre. Oui. Donc avec les gens comme toi, moi et les autres. Et puis la dernière fois, moi j'ai un client, de mes clients qui a commandé, il a commandé déjà 6 machines. Ce sont les machines qui fabriquent les trucs là. Oh, les packages, les gobelets. Ça fabrique les packs. Et puis de l'autre côté, il y a un parti qui vient couvrir. Donc, prenez la chaîne 3. Elle m'a encore acheté 3. Après ça m'a tiqué, dit, le gars là il fait quoi avec les machines là? Donc, il est en train de mettre des petits trucs en place comme ça au pays, pour que lorsque les gens ont des événements comme ça, s'ils ont des jus, des trucs comme ça, où on va aller attacher avec le plastique. Avec le sachet et tout. Donc lui, il offre le service là, vous amenez les trucs en quantité, eux ils mettent tac, 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 tac. Il faut par exemple le rouge c'est du bissap, le vert c'est du citron, il faut ça puis une livre. Donc j'ai dit, j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Alors que tu sais combien les machines là coûtent? Les machines là, si je ne me trompe pas, les machines coûtent environ 350 yuan. Et 35 000. Donc il en a acheté 6. Donc quand je fais 35 000, j'ai ma calculatrice, quand je fais 35 000, 30 CFA, fois 6, 210 000. Avec un capital de 210 000, quelqu'un a eu l'idée de mettre en place ça c'est une petite usine, on peut l'appeler. Oui, on va payer une usine. Parce qu'il peut mettre ça en location. En location, tu vois. Donc ce qu'il dit c'est vraiment réel quoi. C'est vraiment très réel ce qu'il dit. Donc aujourd'hui on a beaucoup de machines tellement que vous pouvez commencer un truc petit. Après la grande. Moi j'ai des clients qui ont commandé des machines, on appelle ça des machines alimentaires. Des trucs pour faire peut-être le pain, pour faire les gâteaux, les fours, les fours. Voilà, moi j'ai des gens qui ont commencé ça. J'ai même un client comme ça qui a ouvert une petite boulangerie comme ça. Et quand tu vas dans sa boulangerie, tout est automatisé. Il y a un truc qui coupe, il y a un truc qui fait, et puis les ouvriers viennent juste ouvrir et faire sortir. C'est très magnifique. Si tu peux même faire la totalité, tu vas voir, c'est pas ce que les gens pensent. Voilà, le prix vraiment. C'est pas, comme je disais, une machine qui fabrique les gobelets là et qui fait le fabrique ça là. 35 000 Une machine, voilà. Vous imaginez.
La machine depuis la grosse machine là, c'est. Donc on a arrêté d'avoir peur de l'industrie. L'industrie, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les milliards. Non. On peut avoir une idée. Nous, on peut t'orienter, on peut t'accompagner. Voilà, on peut te proposer des machines par rapport à ton idée. On dit ok, nous sommes ici. On voit des choses que vraiment Hugo il sait ce qu'on voit ici. Voilà, tous les jours avec la Chine, tu es surpris parce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu vas voir. Il y a aussi ça. Voilà, tu ne sais jamais d'être surpris en Chine. Le dernier point aussi que moi je voulais que tu expliques un peu aux gens. Parce que même hier j'étais avec la dame de l'autre côté et elle est dans les couches. Voilà. J'avais un client qui voulait faire les couches et tout. Voilà. Lui me dit non, moi je fais mes couches à Dubaï et tout. Tu sais, elle est juste à côté. Elle est de l'autre côté. Elle me dit mais les gens de Dubaï là, mais il y en a qui font ça ici chez nous. Bien sûr. Quand je fais comprendre les gens que même quand vous allez à Dubaï, ceux qui disent non, moi je n'achète pas mes trucs en Chine, moi je viens de Dubaï, ça vient de Dubaï, mais ça vient de la France, moi je rigole tellement, je dis vous ne comprenez rien encore. Vous n'avez encore rien compris au niveau de la Chine. La majorité si vous allez à Dubaï, vous voulez prendre un produit, demandez aux gens qui vous emmener à leur usine. Vous allez voir la majorité des temps, ils ont des bureaux mais ils n'ont pas d'usine. Et puis parfois ils ont des unités d'assemblage. D'assemblage, voilà. Mais la production c'est fait au niveau. Quand la dame m'a dit ça, j'ai rigolé, elle me dit oh mais from Dubaï. Elle m'a regardé, elle a rigolé, après elle dit why. Il dit most of them they doing it here. C'est un peu comme quand elle me dit ça, elle dit que attends. C'est un peu comme tu dis, quelqu'un te demande, je sais pas, où il paye, c'est comment on dit, on va dire un frigidaire. Un frigidaire. Tu dis que lui fabrique ça au Togo. Et tu veux fabriquer peut-être un frigidaire au Togo, mais comment même, c'est chaud. Ça vient d'où? C'est la Chine quoi. C'est-à-dire, je dis aux gens de la Chine, c'est de place to be. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Il y a tellement de trucs. On ne peut pas tout le monde dans la vidéo. Je disais à Patrick hier, pourquoi je ne fais pas autant de vidéos comme les gens le disent. Déjà, le rythme de vie en Chine est très rapide. Ouais. Il y a tellement de trucs à faire. La dernière fois, moi, en octobre, j'étais à Paris. On était dans le métro. Donc, j'ai vu quelques trucs. Et je dis à mon petit frère que je ne peux plus vivre à Paris. Que si je lui dis lui-même là, si je l'emmène à Shanghai, il fait un mois. On lui dit Paris-Shanghai, tous les jours tu prends Shanghai. Tous les jours tu prends Shanghai. Tous les jours tu prends Shanghai, mon frère. Même Shanghai, tu vas trop loin. Oui. Là, tu vas trop loin. Essaye de pousser le bouchon vers ça. Aujourd'hui, moi je suis dans ma photo. Mon frère, tranquille. Ouais. Tranquille, ça dit c'est. Radio, surtout là-bas, c'est la vitesse. Comment ils appellent même les mannequins, voilà. Ouais. Les mannequins. Et même les mannequins, ça se vend en Chine. C'est vous qui vendez les habits, vous mettez des ceintures, ça va. Non. C'est plein de mannequins. Voilà. Ça coûte vraiment rien. Et puis ça, c'est un truc comme ça. On a pompé les dedans. Donc ça, tu peux acheter ça. Vous pouvez prendre une très grande quantité. Tu peux acheter ça à 100. Le carton, ça va venir dans un petit carton. Parce qu'il y a ce mot de l'air. Tu vas dépomper. Après, voilà. Vous voyez, je vais vous présenter le porte-bébé. Mais il y a non seulement comment dire, le mannequin, il y a même ce qui est ici en haut là. Ouais. Regarde, c'est joli. Ouais. À la fin, on va essayer d'utiliser des trucs, on va essayer de tordre de fils de fer. Non, c'est-à-dire il faut prendre le truc qui. C'est ça aussi, ouais. Et même, regardez, le chinois a la mentalité différente. Bien qu'il a le mannequin, on l'a aussi porté un habit. C'est-à-dire, c'est le détail. Ça te donne un peu le visuel de comment est-ce que ça va ressembler. Donc quand tu vois ça sur le stand, et quand tu vois sur le stand sans habit, tu verras la différence. Tu verras quelqu'un qui est dans les détails, quelqu'un qui n'est pas dans les détails. Donc quand tu vois des porte-bébé avec support, c'est ça. C'est le truc où quand le bébé est dessus, même tu ne sens même pas le poids du bébé. Donc ça ne coûte rien. C'est-à-dire, c'est vrai que les gens vont dire en Afrique, le bébé, moi je le mets au dos, ça là, mais ça tu peux le mettre au dos. Tu peux le mettre au dos comme tu le mets devant, de face. Donc c'est le truc que voilà, vous pouvez commencer à changer de mentalité un peu quoi. C'est-à-dire je vois. Et donc ça, avec ça, tu peux aussi mettre devant et derrière. Ah bon. Devant et derrière. Donc c'était à peu près la parenthèse. Non mais comme ça les gens voient un peu, voilà. Sport publicitaire. Sport publicitaire. Après ça c'est comme on dit, bon, ça c'est pareil avec le pagne, hein, comme chez nous les mamans. Voilà, c'est les tissus comme je disais, c'est les tissus, c'est les trucs qu'on a cousu. Hein. Et puis c'est les trucs là, c'est un peu comme les habits. Par exemple, on prend un jean, les boutons, on l'achète, on le met, c'est exactement ça. Comme je vous disais, à notre début, au début de l'usine, tout ça se faisait avec les machines de couturier là. C'est après qu'on est entré vraiment avec les machines automatisées. Donc c'est vraiment des trucs que souvent moi ma plus grosse base de clients est en Europe et aux États-Unis. Okay. C'est les Africains quand ils disent on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin. Et il faut rentrer dans le. Il faut emporter le pas quoi. Donc c'est la parenthèse que je voulais ouvrir avant qu'on ne puisse faire la conclusion. Sur ça. Non. Donc vraiment,
Moi, c'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec eux. Comme ça, au moins, moi j'ai l'habitude de dire des choses. D'une autre personne, vraiment, je pense bien qu'on a la même philosophie. Donc du coup, ça c'est vraiment pour essayer d'éclaircir un peu plus qu'est-ce que nous on fait et puis comment est-ce que vous, au niveau de l'Afrique aussi, vous pouvez changer certains trucs. Parce que quand on vous dit ça, c'est pas vraiment pour se moquer des gens en Afrique. Les gens pour faire genre comme d'autres vont se dire, mais non, mais lui c'est parce qu'il est en Chine, mais non, il parle. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour vous dire que il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des bonnes habitudes. On ne peut pas tout copier de la Chine. Voilà. On ne peut pas tout copier. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas copier. La preuve, la Chine n'a pas tout copié de l'Europe. Exactement. Le 25 décembre, on travaille ici. Voilà. On est au bureau. Et quand il demande le 25 décembre, il n'y a pas de... Le 25 décembre, c'est une fête occidentale. Donc on ne copie pas ça. Donc ça veut dire que... Mais la fête chinoise, par contre, vous avez 2 semaines, un truc comme ça. On peut prendre l'exemple sur les bons trucs, mais pas tout copier bêtement. Donc je pense que ce que Patrick dit, c'est assez important. Et puis moi, j'aime vraiment... je voulais aussi ajouter un truc par rapport à nos frères qui sont aussi en Chine et qui veulent se lancer dans les services. Lancez-vous. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, je me dis que le marché est grand. Quoi. Il est tellement grand. Moi, j'ai vu Patrick, moi, j'ai été vraiment content de voir quelqu'un aussi qui fait à peu près ce que je fais. Je suis content. C'est-à-dire, si on est même 100, on est même 200 dans le domaine ici, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que moi, les gens me disent que Hugo, tu débordes trop de confiance. Moi, j'ai toujours dit que, même si on est 1000, j'aurai ma touche personnelle. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Parce que comme vous l'avez vu, d'après nos discussions, on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Ouais. Tout le monde fait de son côté et ça marche. Voilà. Donc le modèle économique de tout le monde est différent. Mais ça marche. Donc ça veut dire que ce que Patrick fait, je ne fais pas ça. On parlait en inbox, je disais qu'il y a des trucs même sur lesquels on peut travailler, on peut collaborer. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il est très fort. Des domaines dans lesquels peut-être je suis fort. Quand j'ai un client dans son domaine, je dis à mon frère, j'ai un client comme ça, mon plus grand professionnel, je lui mets sur le dossier. Peut-être que je ne dirai pas au client que c'est Patrick qui travaille. Mais à la fin, le client est satisfait. Voilà. La chaîne, tout le monde est satisfait. C'est la satisfaction qui compte. Ne dites pas que c'est parce que Hugo n'est pas professionnel je donne les embarras, dans les machines, c'est pourquoi non. J'ai des contacts qui sont professionnels dans les machines. Vous aurez le résultat. Donc c'est à peu près ça que je voulais. Toi, tu mets mon Chine, c'est pareil avec les Chinois. Oui. Tu viens, c'est les Chinois, tu lui demandes un truc. Il dit, il fait. Mais il fait pas. Après, la personne a dit, on était allé à COB. Donc on demandait un truc. Le chef dit non, attendez, je dis, mais tu fais où? Il dit, attendez, et il va. C'est son ami, la personne. Donc tu vois que c'est les gens qui travaillent. Garder l'argent de la communauté. Voilà, c'est très important. Sinon, Patrick, c'était vraiment un plaisir. Non, vraiment, moi, c'était un plaisir avec toi. Vraiment. Donc, voilà, et puis pour préciser aussi, comme j'ai précisé sur le début, je précise encore ça. Hugo, c'est une personne que moi je suivais avant même de pouvoir commencer ma chaîne YouTube. Je faisais mon business avant. Un abonné de luxe, ça. C'était un abonné. Après aussi, voilà, je me suis dit, bon, voilà, ok, moi aussi, il y a un moment, je me suis dit, bah, après, j'ai voulu bien m'organiser pour pouvoir me lancer aussi. Voilà. Ouais, mais il faut quand même que j'ai été impressionné par Patrick hier parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui était regardant sur les détails. Il a dit ça, j'ai dit, ah, mon frère, apparemment, tu es même impressionné que moi parce que, bon, en fait, c'est un problème de temps. C'est vrai qu'on essaie d'ajuster ça au fur et à mesure. Mais quand je vois les vidéos, bien qu'il a commencé après moi, mais quand tu vois, il s'est lancé, c'était propre, bien structuré et ça évolue quoi. Le nombre d'abonnés qui grimpent, tout ça là, donc ça veut dire que, voilà, tant que tu t'appliques dans ce que tu fais, ça va marcher quoi. Ça dit, et puis pour ceux qui sont croyants, croyez que Dieu va bénir ça. Non, ça va toujours marcher. Donc vraiment ravi quand même, encore une fois. Non, vraiment, c'était un plaisir. Et puis voilà. Et ce n'est pas la dernière vidéo qu'on fait. Non, je pense pas. On va faire une vidéo dans une usine sûrement. Forcément. Et puis voilà. Peut-être même après, je viendrai chez vous pour pouvoir visiter. Il n'y a pas de souci, comment ça se passe. Donc restez branchés et puis abonnez-vous aux deux chaînes. Voilà. On va se mettre la chaîne de Hugo, comme ça vous pourrez aller vous abonner là-bas. Donc le mot de la fin, Hugo, on se dit quoi? Donc, merci à tous. Merci aussi à Patrick pour l'invitation. Merci aussi à toi aussi. Parce que ici, on est dans mon stand, mais on est dans le studio virtuel de Patrick. Donc, si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Et puis voilà, on se fera un plaisir de répondre. Et puis voilà. Donc, ciao, moi je vous retrouve. Ciao, bye bye.